C'est la grande semaine annuelle pour le MMA en France. Ce samedi, à l'Accor Arena de Paris-Bercy, l'UFC repose son grand chapiteau dans la capitale française avec une carte aux allures de France-Brésil et notamment le main event entre Nassourdine Imavov et Caio Borralho et le co-main event entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Avant cet événement très important pour le MMA en France, Aldric Enerby vous fait le tour de la carte et vous dit tout sur les combats qui comptent pour le public français, mais aussi pour les autres. Générique. Aldric, on se retrouve pour ce 18e épisode d'Aldric Enerby, je l'ai dit dans l'intro. C'est toujours une semaine particulière, c'est la semaine de l'UFC Paris. En plus, tu n'étais pas sûr de coacher, mais tu vas coacher dans cet événement. Bien sûr, on rappelle samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. C'est toujours une semaine c'est un événement particulier. Hein. C'est le 4e Aldric, mais c'est notre Super Bowl à nous pour le MMA en France. Bah, c'est toujours c'est la rentrée un peu, mais à part une année, je crois qu'il l'avait fait aux alentours du 20. L'année dernière, le 28. Voilà. Ouais. Mais sinon, c'est toujours la rentrée. Et puis voilà, c'est une belle rentrée. Je pense que c'est un événement important où tous les Français, ou en tout cas une grande partie de Français, je me suis amusé à regarder un peu. Tu vois, une année, il y en avait 6, une année, il y en avait 8. Cette année, on en a 6 encore, je crois. Enfin, on va annoncer une mauvaise nouvelle pendant ce podcast, mais on en aura 5 du coup. Mais ouais, c'est toujours un formidable événement. Et je trouvais que cette année, particulièrement en raison du resserrage des match-ups, c'est encore une année encore plus importante. Ouais, complètement. On l'a dit à quel point cette carte, elle est belle. Mais t'as raison, c'est un événement, même le public qui se réunit. Toi, tous les vrais fans, ils sont là. Moi, je reçois plein de DM depuis quelques jours. Ah, les gars, est-ce que vous serez à Paris? On essaie de se croiser. Enfin, voilà. Tous les médias qui couvrent le MMA sont là. Je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne comparaison. C'est notre truc chaque année. Et ça le continuera tant que l'UFC décidera de revenir. Et on l'espère, vu la qualité du public, pour le coup. T'en parlais, c'est l'info du jour, pour le coup. Le forfait de Fares Ziam, qui a été confirmé par lui-même suite au décès de sa grand-mère. Il l'annonce, lui, donc sur Instagram, enfin il confirme ça et en précisant donc sa raison en raison des obsèques organisées en France et à l'étranger, il le dit. Il dit, je cite, la famille est pour moi une priorité. Donc on aurait aimé voir ce combat contre Fernandez, mais bon, plein de force à Fares dans l'épreuve qui traverse. À Fares et toutes nos condoléances, mais c'est un combat mais moi je poussais parce que je trouvais qu'il faisait pas assez de bruit ce combat, mais c'était une dinguerie. En termes de niveau de striking, ce combat était absolument une dinguerie qu'on vient de perdre. Mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Exactement. Et puis, comme tu disais, une grosse condoléance à Fares, plein de force. Et on sait qu'on le reverra bientôt dans la cage de l'UFC. Caio Fernandez, à l'heure où on parle, on ne sait pas si le combat, il y avait 14 combats prévus au programme. On ne sait pas s'ils vont l'enlever complètement et en garder 13 ou s'ils vont garder Caio Fernandez et trouver un remplaçant. Qui sait qu'on pourrait mettre potentiellement en remplaçant? On est quand même à 5 jours de l'événement. Aldric, c'est très très court en short notice. Quand on regarde un peu les classements ou les choses possibles, je sais qu'il y a eu notamment notre ami Michael Lebou qui a fait un post sur Instagram qui disait il pensait à Damien Lapillus, Wilson Varela ou Asael Adjouj. Damien, il est toujours suspendu sur le territoire français. Jusqu'au début d'année. C'est plus très long, mais début d'année. Asael Adjouj est engagé avec le PFL puisque vu qu'ils l'ont matché sur octobre. 3 octobre. Ouais. À mon avis, son contrat, il est pas terminé. Tu vois, il est toujours engagé avec le PFL, qui ne fera aucune release. Non, c'est une certitude. C'est sûr. C'est pas comme quand c'est Ares ou d'autres choses possibles comme ça. Amin Ayoub, on l'a dit, c'est engagé au PFL. Il sera à Nantes, bien sûr. Saladin Parnasse, il est au KSW. Il n'y a pas de débat non plus. Dans ces trucs-là. Qui est-ce qui reste? Quand on regarde les mieux classés, celui qui pourrait potentiellement être release, même s'il est à Hexagone et champion, mais on se dit pourquoi pas qu'Hexagone le libère, parce que pour le coup c'est même une bonne pub d'avoir ton champion qui part à l'UFC, c'est Wilson Varela. Il y a d'autres noms aussi. Mais quand on fait la liste. À ta question, pour moi l'UFC cherche à remplacer, parce qu'il y a toutes les boîtes de management un petit peu influentes avec l'UFC qui sont au courant depuis 24 à 48 heures. Moi je le savais aussi avant, et donc ils cherchent un remplaçant. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera le cas, ça veut dire que au moment où on se parle, ils cherchent des locaux, en tout cas, des fighters plutôt France et avoisinants, je crois qu'on dit. Et donc, ils cherchent à le remplacer. Donc ça, c'est la première certitude. Et si on regarde le classement, donc 1 BSD, 2 Parnasse, 3e, 4 Barnaoui. Quand je m'arrête pas, c'est qu'ils sont engagés sous contrat sans release. 5 Ayoub. Il n'y a plus Axel dans le classement puisqu'il est engagé en 77. Il y a Varela qui arrive en premier nom, qui lui... Je pense que c'est un gros lightweight. Est-ce qu'il est capable de faire le poids en 5 jours en 5 jours? Je sais pas. Même pas, parce qu'en fait, c'est 4 jours pour faire le poids. Bah oui, la pesée, c'est vendredi matin. Donc, il faut être capable de cutter dès jeudi. Mais c'est quand même un gros lightweight. Il y a Mehdi Dakev qui est 7e, qui est blessé. C'est pour ça qu'on a arrêté Et il était de toute façon déjà engagé avec le PFL. Azel, PFL. Et après, on a Daguerre qui a arrêté.
et Margui qui ne combat plus à ces poids-là. Riley Soudela qui avait affronté Axel. Et on a 12 et 13, Nikita Leshukov, Riley Soudela. Donc ensuite, si on veut aller encore plus loin, on a David Gallon et Jason Poney qui sont aussi tous deux engagés avec PFL. Ouais, c'est pas si simple en vrai quand on regarde ça. La piste française est pas si simple. Je sais qu'il y a beaucoup de noms qui ont été proposés via les boîtes de management. On verra, peut-être qu'il peut se passer une dinguerie, on ne sait pas. Mais en tout cas, Caio Fernandez, il faut un lightweight qui a un très gros niveau. Parce qu'on le redit, Fares, c'est un gros prospect de l'UFC avec un niveau de striking planétaire, mondial. Et là, tu envoies un mec en face qui ne sait pas le gérer le striking. Ce mec est un tueur. Non, je suis d'accord. Regardez ses derniers combats, regardez ce qu'il a proposé. Ce mec est un assassin. Beaucoup plus haut que le classement en Fight Matrix qu'il a, ce gars-là, ce Brésilien. Ah oui. Et t'as raison, hein, parce que quand on a analysé le combat, parce que ce week-end on a analysé tout ça sans savoir que pour le coup que Fares était encore forfait, les kicks. Mais regardez ce qu'il a fait à Gouram, qui est un mec solide quand même. Il te casse la jambe, quoi. Enfin, vraiment. Donc, pour moi, ce mec-là, il est dans les certainement 8 meilleurs strikers lightweight de la catégorie. Et il se déplace bien. Il n'est pas si facile à emmener au sol que ça. Donc, une fois que tu as compris ça... Et lui, il est prêt. C'est ça. Et lui, il se prépare. Il se prépare parce qu'en plus... c'est signé depuis un petit moment. Exactement. Depuis très longtemps. Donc, attention. Qui aura en face, ce mec est un tueur. Je le dis, je le pense très sincèrement. Et je pense que c'était un combat pour entrer au top 15, ce combat entre Fares et Caio. Donc, voilà. C'est fort. En tout cas, soyez pas surpris, mais ça se trouve entre le temps où on enregistre Aldric et le temps où on va être diffusé, tu auras peut-être déjà des petites news ou des choses. À mon avis, ça va aller vite. On sort ce soir à 18h. Je pense qu'entre cette nuit et demain matin, on sait s'il y a un remplacement ou pas sur ce combat. Ouais, ça va aller vite. Ouais. Ça va aller vite. On est obligé de ça aller vite, comme tu dis, et peser. Et vendredi matin, on va quand même se pencher sur les combats qui restent parce qu'il y en a plein des excitants, comme tu le disais. Oh, oui. Super carte. En plus, une carte avec même des super débuts. Voilà, il y a Luzen Keita, Axel Sola, Robert Ruchala, Ante Delija, même si on sait que ça, voilà, c'est pas le combat qui m'intéressera le plus chez nos amis poids lourds, mais c'est que c'est rare qu'il y ait autant de débuts un peu attendus ou de mecs voilà, qui je trouve qu'il y a une donne envie comme ça. Bonne hype finalement sur cette UFC. Il y a plein de gens qui ont envie de voir Axel. Il y a bien sûr Luzen Keita. On va en parler. Tu vois, mais je trouve que la carte, elle est savamment saupoudré avec des très gros noms. On le redit, hein, même si je sais que ce terme déplaît un petit peu à certains de nos auditeurs. Demi-finale mondiale pour Nassourdine et Caillou. Top 15 access pour BSD et Rufi. Je pense que Mason Jones et Aoki, on n'est pas très loin d'un top 15 access non plus, pour être honnête, parce que c'est quand même des jeunes qui poussent et qui sont intéressants. Non, la carte, elle est super intéressante. Même Patterson, c'est un nouveau venu, tu vois, il est en prélim, mais c'est des mecs qui sont sur des gros runs depuis qu'il est à 77. Non, cette carte, elle a du potentiel. Je pense que c'est une des plus grosses Fight Night qu'on ait eu en Europe depuis très longtemps. Ouais, et une des plus grosses Fight Night de cette année. Large, tranquille. Et t'as raison, des gros combats avec enjeu en haut, des gros noms. Même une légende du Bellator et du MMA global des dernières années. Avec pareil pour Luzen. Le gagnant, il va être top 10, hein, pas 10, très loin. Bien sûr. Ouais. En tout cas, si Luzen le passe, oui, tu débarques dans le top 15 sûr et peut-être pas loin du top 10, en effet. Et des petits nouveaux qu'on a très envie de voir. Enfin, tu vois, c'est très bien saupoudré, comme tu disais, et elle est super équilibrée. Et je vais te dire, de tous les UFC Paris, c'est un des... Alors, quand t'avais les Français, tu vois, les grosses cartes comme le 2 en 2023, où t'en avais plein, t'avais envie d'être là dès le début pour les soutenir et être là. Mais là, j'ai pas envie de rater. Il faut être très vite dans la salle, tu vois, parce qu'il y a très vite des combats avec beaucoup d'intérêt à regarder. On va donc on va faire tous les previews de tous les combats des Français et des combats de la carte principale. Sinon, on fait 4 heures si on fait tous les combats, Aldric. Enfin, on remarque qu'il y en aurait où on aurait moins à dire quand même. Et on va dérouler à l'envers, bien sûr, en commençant par le main event et le plus important de ces combats en termes d'enjeux sportifs. T'en as parlé. Demi-finale mondiale, demi-finale à 4 selon Dana White. Mais si on fait une grosse performance, ce sera difficile de pas donner son dû à monsieur Nassourdine Imavov notamment. Donc, Nassourdine Imavov contre Caio Borraio, le main event numéro 2 des moins de 84 kilos. Chez Nassourdine, numéro 7 chez Caio Borraio, puisque Fluffy lui est repassé devant après sa dernière victoire. Déjà, en termes d'enjeu, c'est quand même très très fort d'avoir ce combat-là. On n'en a pas eu beaucoup, en fait, tu vois. Quand tu regardes les premiers main events de l'UFC Paris, Cyril, en 2022, il sort de Francis. T'es pas sûr qu'il va avoir le titre juste après, même si ça a été le cas. 2023, il sort de Jones, idem. L'année dernière, tu sais que c'est pas une demi-finale entre BSD et Moïcano, c'est pour monter un peu plus dans ce classement. Là, c'est un enjeu. C'est sans doute le main event avec le plus gros enjeu qu'on ait eu à Paris, Aldric. Sans aucune discussion.
Caio, qui est le mieux classé de ces Fighting Nerds, c'est ce duel dont on a parlé aussi, Nicolas Haute contre Pablo Sucupira. On rentre dans l'analyse de ce fight-là en soi. Ouais. Il est dangereux. Il est dangereux, Caio, quand tu observes bien quand même, comme tu disais, au sol. S'il arrive à emmener le combat dans le domaine qu'il maîtrise le mieux, savoir cette lutte et ce sol, et à pas se laisser entraîner dans le jeu du striking de Nassour, ça devient très très dangereux pour Imavov, Aldric. J'espère que nos auditeurs ont fait leur devoir. C'est bien parce qu'ils nous mettent des commentaires souvent. Oui, je voudrais voir les combats dont vous parliez, Team Khabib, Greg Jones. Là, ce combat, je vous en ai parlé depuis longtemps. En grappling, il n'est pas trop compliqué à regarder puisqu'on peut le trouver sur YouTube, je crois. Voilà, c'est pour que vous compreniez. Il y a des niveaux dans ce sport. Et Brendan Allen, c'est pas mal. Caio, c'est au-dessus en termes de grappling. Regardez ce qu'il lui fait quand il s'affronte. Et je pense que c'est intéressant de comprendre ça. Donc, des fois, on nous reproche d'être un peu chauvin. C'est pas que... Non, c'est pas du chauvinisme. C'est qu'on est mieux placé en France pour comprendre les qualités des fighters et des entraîneurs français. Donc, bien sûr qu'on y croit. Pourquoi je vais dire aux gens qu'un Nicolas Haute, il n'est pas capable d'avoir la compréhension de ce sport au même titre qu'un Pablo? Pourquoi, en fait? Ça fait... Nicolas, c'est un très grand coach qui faisait les championnats du monde amateur en 2015 à Las Vegas, aux IMAF. Je crois qu'il finissait médaille de bronze. Donc, il a une expérience de combattant plus importante que celle de Sucupira. Et après, il s'est mis tout de suite avec sa casquette d'entraîneur après avoir été même diplômé aux États-Unis en termes de préparation physique. Donc, pourquoi je vais laisser penser que Pablo, il peut être meilleur que Nicolas? C'est pas vrai. Il y aura un vainqueur, un vaincu. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai entendu des analyses en disant oui, mais le co-main event va être décisif parce que non. Je pense que les deux équipes, elles sont étanches. Même si c'est Nico qui a la baguette de chef d'orchestre, je pense que Benoît, il a son staff et Nassour, il a son staff avec son frère, avec son équipe à lui. Et je pense que il y aura peut-être Nico qui va être engagé émotionnellement, mais je pense pas qu'il y ait une quelconque corrélation entre les deux combats. Tu penses pas qu'il peut y avoir même plus de mauvais côtés là-dedans, côté Fighting Nerds? Ah oui. Où l'équipe est beaucoup plus intégrée. Voilà, puis en plus, tu sais, Ruffy prend une saleté en co-main, ils sont beaucoup plus, tu vois, à mon avis, marqués et touchés. Il faut quand même comprendre un truc. Moi, je l'ai écouté sur plusieurs podcasts, même si on en parle peu ou plus. Caio, c'est un des fondateurs. Fondateur, pas premier mec qui est arrivé. Là, quand je me suis penché dessus, j'ai écouté pas mal de podcasts parce que j'étais en déplacement ce week-end, je prenais l'avion. Dans les premiers podcasts en portugais que tu écoutes sur Fighting Nerds, il est investisseur et fondateur. Donc, t'imagines, pour Caio, c'est important que son équipe, elle brille. C'est son équipe. C'est une partie de ses deniers. Donc, évidemment que si Ruffy, il prend une chasse d'eau, c'est évident que ça va impacter plus Fighting Nerds parce qu'eux, ils sont pas étanches. Ils se déplacent en équipe, on les voit tout le temps ensemble. Donc, ouais, ça, c'est avantage, les Français, ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Caio pour aller un peu plus loin dans l'analyse de qui il est, quel genre d'adversaire va affronter Nassour? Tu le disais, il y a ce sol, très bon dans les prises de dos. C'est quelqu'un, voilà, s'il te met dans cette position-là, bah c'est pas le point le plus fort de Nassour, pour le coup, c'est son anglaise, on l'a toujours répété chez Nassour. Mais il y a des ouvertures, quand même, chez Caio. Il a un striking où il essaye d'être aérien et j'allais dire encore des termes anglais, mais on va essayer d'être un peu plus francophone. Il essaye d'être assez technicien, en fait, sur son in et out, ses entrées et ses sorties. Posture un peu karaté. Ouais. Mais quand même, il est moins étanche. Il prend un petit peu plus de coups que Nassourdine. Et sur ce segment-là, n'ayant pas peur de s'engager, Nassourdine fait partie des meilleurs strikers, voire le meilleur striker. Si tant est qu'il y avait une discussion avec Adesanya, oui, les gars, le premier, il le perd peut-être, mais c'est un combat qui était engagé, qui était prévu sur 5 rounds. Il est logique de démarrer doucement. Puis là, par contre, il faut y revenir. Ces premiers rounds, il y a, je pense... j'en ai pas parlé avec Nicolas, ça c'est son travail d'entraîneur. Et c'est pas mon rôle d'ami que même si j'avais des insides là-dessus, j'en donnerais pas. Mais il y a peut-être un travail à faire sur ce premier round, effectivement, où tu peux, et on voit qu'il est en train de le faire. Tu as vu la petite vidéo qui est partie où il fait semblant d'être blessé. Il est en train d'essayer de vouloir reproduire ce qu'on fait il y a quelques années d'autres combattants qui ont réussi un petit peu à énerver Nassourdine. Mais je pense qu'il va devoir... C'est plus le même Nassourdine, tu vois. Mais en tout cas, sur le striking pur, il est en dette. Il est en dette, Caio. Même si moi, je vois plus quand je dis pourrir le combat, alors oui, il va peut-être essayer de lui rentrer dans la tête avec des mots, mais je pense plutôt qu'il a tout intérêt à le pourrir pour de vrai, dans la cage. C'est-à-dire que... accrocher, ouais, venir... Je pense que essayer en tout cas de... Nassourdine, c'est quelqu'un qui frappe très fort. On le voit, la majorité de ses KO, ça part de l'anglaise. Donc, très bien équilibré. Autant, j'ai pas trop envie de donner des game plans pour les Français, pour pas servir pour pas donner de conseils aux coachs étrangers, et ils le font.
Moi, j'ai regardé, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent les podcasts d'analyse francophone. Autant là, je pense que si j'avais un game plan, moi, à la place de Pablo Sucupira, fatiguer la ceinture scapulaire, les épaules, pour qu'il frappe moins fort. Parce que Nassourdine, le danger, c'est toujours dangereux. Un mec qui peut t'éteindre sur une frappe, c'est un gros danger. Surtout que l'autre n'est pas étanche. Donc, moi, je pense que le game plan va être de fatiguer les épaules de Nassourdine tout de suite. Et comment tu fatigues quelqu'un? Clinch, rentrer en lutte, cage control, pourrir le combat de façon à essayer de le fatiguer au maximum, de le faire forcer. On sait sur les déclarations qu'il est aux alentours des 90. Donc, si tu arrives dans la cage à 95, 96 et que tu arrives à coller, ça peut. Il y a un chemin. Ça devient un problème. Il y a un chemin où tu peux être en kikinant. Alors, ça reste sur du 5 rounds, mais il y a un chemin où tu peux être en kikinant avec un game plan comme ça. Thomas Loubersan, dans le Jab Culture ce week-end, il nous parlait de la largeur d'épaule quand on parlait de ce combat-là. Ça, on en revient à ce que tu dis là. Pour reprendre ce que tu dis, on peut me dire que Adesanya est un meilleur striker global, notamment avec l'utilisation des kicks qu'il a bien, très fort, qu'il a bien utilisé dans le premier round. Sur l'anglaise pure, c'est Nassour le numéro 1 de la catégorie. Évidemment. Je pense qu'Adesanya, il frappe beaucoup plus fort en kick. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui l'ont combattu même en pied-point. Et à chaque fois, ils m'ont tous dit la même chose. Oh, les kicks, il fait trop mal. Donc voilà. Mais vraiment, Adesanya, quand tu parles avec des gens qui l'ont combattu, que ce soit en K1 ou en MMA, ils te disent tous la même chose. Moi, je pense qu'en anglaise, c'est Nassour la meilleure anglaise. Je pense aussi. Et d'ailleurs, ce premier round contre Adesanya, les kicks d'Adesanya le gênent. C'est normal, c'est un super kicker. Mais dès qu'il rentre dans la bonne distance au deuxième round, terminé. Ça a éteint la lumière parce que techniquement, c'est propre. Donc, comme il est techniquement propre et bien équilibré, bah, ça frappe fort. Quand ça touche, ça fait du gros dégâts. Donc, si Caio prend ça dans la tête, ça va éteindre la lumière aussi très vite, en fait. Tu sais ce que je vois faire, moi? Un petit peu ce Khamzat qu'on a vu au début de sa carrière où il partait du kick in range à la lutte. Tu sais, il y a pas mal de combats où on l'a vu faire high kick et plonger dans les jambes derrière. Et ben moi, je vois ça. Je vois un Caio rester loin de Nassour parce qu'en kick, il est bien Nassour, hein, mais c'est pas sa spécialité. Et Caio se déplace bien, donc il peut gérer cette distance. Et essayer d'envoyer des grands kicks pour attirer un peu l'attention de Caio et shooter dans les jambes d'équipe. Voilà ce que je le vois faire. Et ça peut vouloir dire un premier round catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est en termes de spectacle. Pour peu qu'il recule tout le temps, qu'il balance des kicks et qu'il essaye de plonger dans les jambes, ça peut être une cata en termes de spectacle. Les gens peuvent siffler et tout, tu vois. Ça peut être... En plus, tu as vu, il y a des combats où il met pas beaucoup de volume, Caio. Il se contente de faire ce qu'il a à faire, tu vois, de faire son plan. Moi, je pense que ça ouvre une autre digression un peu sur ce combat-là. Ils vont être sous pression, là, les mecs, parce que on en a parlé, cette double demi-finale mondiale. Tu sais qu'il y a de Reader Fluffy un mois plus tard, qui a un énorme enjeu. Ça peut aussi, tu vois, donner un début de combat... on se regarde un peu, quoi. On prend pas des risques énormissimes, quoi. Surtout côté Caio qui se dit, comme on dit là, si je rentre dans cette boxing range, l'autre, il peut m'éteindre. La boucle, elle est très compliquée et je pense pas qu'il soit déjà allé. Moi, je te dis la vérité, et cette remarque va te faire plaisir. Je pense que en ayant regardé les derniers combats de grappling de Reader et en voyant le style de Fluffy, je commence à me dire qu'on peut avoir un finish sur ce combat. Qui va te faire plaisir. Enfin, les esprits s'ouvrent. Notamment, pareil, là, je vous donne un petit tips. Allez voir Loubersan de Reader et vous allez voir comment ça réagit à la pression. Alors, il était un peu plus lourd que le poids dans la cage d'un, je pense, Thomas, à ce moment-là, mais regardez, ça vous donnera des indications sur cette gestion du poids et surtout du niveau du garçon qui était avec nous il y a quelques jours. Et ce grappling de pression, il peut vraiment faire du mal à de Reader. Et Fluffy est capable de le faire. Mais de toute façon, on le sait, il n'y a pas besoin d'aller faire une spéculation. Il faut faire un finish. Pour faire un finish, il faut le toucher. Et c'est vrai que le garçon se déplace bien et il aura un game plan approprié. Moi, je vois plutôt. Il kick pas trop mal non plus, Caio. Donc il peut, tu vois, essayer de gérer cette distance. Mais il serait bête d'aller en anglaise. Et je veux dire, son entraîneur, c'est un garçon qui est en tout cas pragmatique et qui a une compréhension de ce sport absolument impressionnante. Donc ça, il va pas le faire. Parce que pour aller dire à ton gars d'aller même clincher avec Nassour pour prendre un crochet en sortie, c'est soit tu le luttes, soit tu le prends, soit tu le frustres. En fait, je pense qu'il va reculer moins d'entrée en lançant des kicks. Ou alors, ou il plonge dans les jambes tout de suite si Nassour avance, ou il recule et il frustre. Pour essayer de faire le petit step-up de trop à Nassour et plonger dans les jambes. Et il a besoin d'aller le fatiguer en lutte, en se disant « je vais le cramer là-dessus et je vais capitaliser ». S'il est trop clean dans son fight, techniquement, il perd. Et j'en suis persuadé. Et après avoir regardé, tu sais, le coach, bien sûr qu'il a son importance. Mais on n'est pas non plus des magiciens. Mais dans la compréhension, dans la lecture du combat, il faut être capable de dire à ton gars « écoute, l'anglaise n'y reste pas. Tu vas te faire mettre KO. » Et je pense mais là où tu as raison, à un moment, la cage, elle se ferme. C'est ça. Vous êtes en dehors. Exactement. C'est eux qui sont dedans. C'est eux qui font. Et notre rôle, c'est de préparer ces momentum, essayer de... Si on arrive à garder
80% de la lecture du combat, c'est-à-dire qu'à ton gars, tu lui as dit, voilà, ça va se passer comme ça, t'es un bon coach. Voilà. Si tu arrives à peu près à donner un scénario du combat, genre ton adversaire va sûrement faire ça, et s'il fait pas ça, il fait ça, tu as déjà fait un très 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 bon travail dans la lecture du combat. Et après, si tu t'es trompé, il faut être capable de réadapter au premier round. Mais ça, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il y a vraiment cette usure des épaules qui peut être impressionnante parce que le gouvernail, ils vont le remettre bien après au premier round. On le sait, Nassourdine, il est très calme, il est capable de se dire je perds le premier round et je vais pas plus loin. Donc tu peux pas faire Brendan Allen l'an dernier. Exactement. Tu vois. Donc ça non. Par contre, le ramener dans un scénario frustrant où tu le fatigues avec une hypothétique différence de 5-6 kilos d'écart au jour J du combat, ça c'est un scénario plus embêtant auquel il y a des réponses. Et je suis persuadé que Nico les a travaillés. Je rappelle quand même que dans son team, il a Ahmed Salamov, qui est quand même très ressemblant, peut-être même un peu au-dessus en grappling que Caillou. Donc, mais c'est un combat qui suscite beaucoup d'interrogations, c'est hyper intéressant. Mais je vous dis les gars, ne nous enflammons pas, il peut être aussi très ennuyeux et frustrant ce combat. Mais plus tu l'observes, plus il donne envie ce combat en effet, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues à tous les niveaux. Et même, tu vois, un Caillou, quand tu regardes les derniers combats, il lutte pas beaucoup. Non. Il va pas beaucoup au sol. À l'UFC, il a quasiment jamais lutté. Mais avec Pablo, tu sais pas, ils sont pas bêtes les mecs, on connaît. Pour le coup, ils ont de la qualité. Il y a des qualités dans les deux teams de stratégie. Bien sûr qu'ils vont le faire. Enfin, c'est leur chemin. Tu vas pas te mettre à boxer avec l'autre qui peut en effet t'éteindre rapidos la lumière. Toute sa première partie de carrière, le chemin de victoire, c'est le sol. Et le 7-0 à l'UFC, c'est quasiment que du debout. Mais, je te dis, là, je pense qu'ils arrivent avec un game plan, avec des choses identifiées. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu nos précédentes émissions, ça fait 1 an et demi, il sait dire que Nassourdine. Il s'est pas collé, jamais il a call out Fluffy, il a jamais changé son viseur depuis 1 an et demi. Non, d'habitude, les étrangers qui viennent à l'UFC Paris, ils savent dire que baguette ou croissant. C'est ça. Lui, il sait dire Nassourdine. Tu vois, donc c'est très interrogeant. Vraiment très interrogeant. Moi, je pense avoir bien décrypté le truc et je serais vraiment surpris si le scénario. Je pense que dans une semaine, quand on débrief, enfin, vous aurez un débrief le samedi soir, Jab Life par Herbie et moi, fatigué. On sera à Paris. Mais ouais, je pense que je me serais pas beaucoup trompé sur le scénario. Maintenant, reste à savoir qui va sortir son épingle du jeu. Est-ce que Nassourdine va avoir le temps de faire des dégâts avant de subir ce wrestling de la part de Caillou? Ça, on verra samedi soir. Côté Nassour, c'est assez simple. Défendre au mieux cette lutte-là. Gérer cette distance. Cadrer. Pas économiser de l'énergie pour pouvoir capitaliser avec ses touches en anglaise quand ce sera le moment. Et quand tu cadres, tu touches. Ouais. Quand tu es dans cette distance de boxing range, tu y vas, tu touches. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, c'est assez intéressant quand tu observes, quand tu analyses les combats. Moi, je l'ai beaucoup fait ce week-end là en prépa de Caillou contre Jared Cannonier. Ouais. Quand tu perds son round, il se fait cadrer. Il se fait juste cadrer. Cannonier fait du canonnier. Il est même pas dans une boxe ou dans une anglaise très variée. Hein. Il fait pas, tu vois, beaucoup de quartets, ce que pourrait plus faire Nassour, qui je pense a plus de qualité là-dessus. Il est assez basique. Il cadre, il frappe. T'as vu quand tu regardes Cannonier Caillou, tu te rends compte quand même que c'est quasiment impossible que ce combat se fasse en boxing range, quoi. Tu vois, tu le vois direct. Il y a un écart de niveau. C'est pas le même niveau. Mais par contre, s'il lutte, c'est différent. Ça peut être, mais c'est pour ça que je te dis, on va en revenir ce combat. Je pense que, à part le KO, si Nassourdine arrive à l'éteindre, c'est magnifique. Mais je pense que le combat va pas être si spectaculaire que ça. Ce qui est intéressant là, on parlait de cette double demi-finale, tu sais, mondiale un peu avec Fluffy et De Rider. Je pense que celui des deux vainqueurs qui a pas le title shot, il aura sûrement Dricus. C'est intéressant de se dire se dire ça à la suite. Il y a une question qui joue quand même. Puisque Nassour a refusé de le faire, et on peut le comprendre vu les conditions que c'était. Vous avez bien connu ça avec Manon à la Noche l'an dernier. Il n'a pas été le backup donc à Chicago, et c'était Caillou qui était le backup de Duplessis Chimaev à Chicago mi-août. Donc 2 cuttings en 3 semaine et demie. Mais pas que. Il faut vraiment. À quel point ça joue là j'interroge le coach. Il n'est pas rentré chez lui. Ouais. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais que discrètement sur les premiers podcasts, on en parlait comme d'un membre fondateur. Mais en fait, il agit comme ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, il fait un cut, il reste avec l'équipe, mais la semaine d'après, il y retourne. Il est encore avec les Fighting Nerds. Donc, ça. Tu te prépares pas bien en vrai. Les voyages, c'est très fatigant, tu vois. Prendre l'avion, en plus, on parle de gros vols et tout. Après, c'est un passionné, il a toujours fait. T'es pas dans ta salle, tu vois, tu te prépares pas idéalement comme le fait Exactement. Nassour. Quand tu compares avec ce qu'a fait Ruffy, par exemple, il a fait aucun déplacement avec l'équipe. Il est resté chez lui,
avec l'équipe Fighting Nerds, il s'est focus sur sa préparation. Caio, il a fait beaucoup de déplacements. Préjudice ou pas, on verra samedi. Après, 25 minutes, j'ai envie de te dire que c'est dans la tête, mais en termes de qualité de préparation, quand tu vois ce qu'il est parti faire avant avec son frère au niveau de la lutte, au niveau du camp Nassourdine, je pense que tu peux déjà lui mettre un petit avantage sur les conditions de préparation. C'est à la maison, il n'y aura pas de décalage horaire. Tout ça, mis bout à bout, il y a un petit avantage Nassourdine dès le début. Mais je te la posais aussi en tant que... Toi, t'aurais été à la place de Pablo, là. À un moment, tu lui dis à Caio, attends, le combat, il est trop important, on peut pas faire ça. Non, ils ont fait un choix. Et ce choix, il est business. Ok. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire rappelle, il touche quand il est backup. Ouais. Tu nous l'as dit avec Manon, moins que ton contrat d'habitude, mais tu touches. Mais en fait, si tu veux, quand je dis choix business, c'est même pas cette rémunération du backup. C'est que, en fait, ils sont en train... au Brésil, tout le monde parle d'eux. Là, il y a Yoto Machida qui est allé voir, découvrir. Je rappelle qu'il y avait Elon Musk qui est venu... qui apportait les lunettes. Ouais. Mais en fait, ils ont construit une marque et c'est la première fois que l'UFC joue le jeu. Si tu regardes bien de l'histoire de l'UFC, il y avait un petit peu le Milotic Fighting System, mais je te parle de ça, c'est le début de l'UFC. Mais sinon, une équipe comme ça, mise en avant... Ali, il y avait eu, quand il y a eu le The Ultimate Fighter, ATT contre leur rivaux, Black Zillian. Exactement. Sorti de ça, il n'y a plus jamais eu une équipe mise en avant à l'UFC. Et Titi Black Zillian, ça a plus de 10 ans, Alex. Hein. Donc là, 10 ans plus tard, ils arrivent à reformer un truc. Et comment ils doivent faire ? Eh bien, ils doivent être partout. C'est-à-dire que tu prends les backups, tu fais les reportages, tu renforces ton équipe, tu fais signer de plus en plus de mecs. Par contre, ils sont en train de devenir très dangereux parce qu'ils signent de plus en plus de mecs du Brésil. Et leur cote de popularité, elle va monter. Et là, s'ils prennent pas une douche à Paris, ils auront fait les bons choix. Et on a vu Alex Pereira récemment s'entraîner avec toi. Tout le monde y va. La hype, elle est exceptionnelle. Et tu sais que j'y avais jamais pensé, mais tu m'as donné une idée. Mais ils peuvent le refaire, là. Mais ils vont le refaire. Fighting Nerds dans The Ultimate Fighter aujourd'hui. Ils vont le refaire. L'émission, elle prend une hype qu'il n'y a pas eu depuis de nombreuses années. Je te l'écris. Tu me sors bien pour eux. Tu me sors les Titi en face, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre une équipe, Team Couture, une équipe un peu solide américaine, avec lequel il y a des jeunes, des choses comme ça, et ils vont faire. Et même si elle est un peu fabriquée, tu vois, mais je te garantis que le prochain TUF, attends-toi à voir Fighting Nerds. Franchement, et je te dis, elle va prendre beaucoup plus de hype que d'habitude, l'émission. Mais évidemment. C'est évident. Mais tu sais qu'ils sont en train de remettre Sao Paulo sur la carte du monde. Et au Brésil, surtout, tu vois, ce cheminement et cette perte des talents brésiliens, aujourd'hui, les Brésiliens, ils demandent qu'une chose, avoir un visa et s'en aller. Ils vont aux États-Unis, ils essayent de passer par le Japon pour les moins bons d'entre eux, et pour le reste en Europe. Et là, il n'y a plus. Là, il y a vraiment un chemin où ces Brésiliens, ils peuvent arriver, ils peuvent signer à Fighting Nerds, ils se disent, bah oui, mais vous êtes entre nos mains, vous aurez le visa pour le Brésil, pour les États-Unis, parce qu'on est les Fighting Nerds. Ils sont en train de faire une dinguerie. Crois-moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est révolutionnaire. Et je pense, moi, que l'année prochaine, en 2026, on voit un TUF Fighting Nerds. J'ai aucune info là-dessus, ça sort de ma tête, hein, mais je le pense. Et en vrai, c'est encore une étape très importante qu'ils ont samedi soir. Mais bien sûr. Tu viens à Paris, si jamais ils font un doublé main event comme main event, tu reprends encore, tu vois. Les mecs sont venus chez nous taper et repartent, tu vois, avec nos. Ouais, ils jouent gros. En ayant pris presque le title shot. Que la semaine d'après, ils font le main event. C'est plus Mexico, c'est dans le. San Antonio. C'est à San Antonio, mais ils font main event. Jean Silva, il y retourne en main event. Cette équipe est monstrueuse aujourd'hui. Disons-le clairement, ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Maintenant, il n'y a aucune panique à avoir. Et souvent, moi, Nicolas, les gars, moi, je dis le plus grand bien de Nicolas. On dirait que, chez certains messages que je reçois, on dirait que si je dis que Nicolas, c'est bien, ça va m'enlever du crédit à moi. Mais non, pas du tout. Le MMA français, il faut qu'il grossisse comme ça. Mais moi, je pense que en termes de compréhension de ce sport, Nicolas a son mot à dire là-dessus. Et je pense que le travail, moi, que j'ai fait brièvement pour le podcast, brièvement, ça a pris 3 heures quand même. Mais lui, il a passé son mois dessus, ou ses 5 ou 8 semaines depuis que c'est annoncé. Donc, et je pense qu'il a très bien décortiqué aussi le jeu de Caio et que Nassourdine sait à quoi s'attendre entre lui et son frère. Je pense que l'accumulation de talents, ils savent très bien ce qui va se passer samedi. Tu peux pas gagner ça, Aldric, parce que si tu dis l'inverse, on va t'accuser d'être contre Nicolas parce que tu dis bien de Pablo. Mais c'est compliqué, hein, tout ça. Bien sûr que c'est toujours compliqué. Moi, cette accusation qu'on a de dire ouais, vous êtes trop, mais trop quoi ? On est surtout au courant, nous, de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que, bien sûr que les Américains vont peut-être donner plus de crédit à Caio parce qu'ils ne savent pas trop peut-être où s'entraînent Nicolas et Nassourdine, dans quelles conditions. Tu sais, il y a un petit désintéressement des Américains pour nous, ce qui est logique. Ils voient un petit peu ce qui est chez eux, à leur créneau horaire à eux et tout ça. Mais je pense que nous, on est bien placés pour le savoir et vous verrez que ce sera beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. Mais tu me fais une passe D pour casser un mythe, parce qu'il y a toujours ce mythe du journaliste qui doit être complètement neutre. Quand tu fais en plus ça dans le sport,
Mais jamais ça existe. Tout le monde a des préférences. Et bien sûr que les mecs qu'on connaît, qu'on côtoie, avec qui on partage beaucoup, bah on sera toujours plus proche et on aura toujours plus envie qu'ils gagnent que les mecs de l'autre bout du monde. Enfin, moi, Alex, j'ai même pas l'impression. Le mec qui comprend pas ça. Moi, sincèrement, j'ai même pas l'impression d'être chauvin quand je dis ça. Là, on n'est pas en train de voir Rocky contre Apollo, le premier, tu vois. On n'a pas le mec qui est classé 1000e mondial et le champion du monde. On a Nassourdine qui est mieux classé que Caio et qui, pour le moment, pour moi, a accompli mieux. Donc, pourquoi il serait favori, l'autre? On peut rester sérieux 2 minutes. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le mec qui comprend pas que si tu me dis qui tu préfères voir gagner à Paris, Caio ou Nassour, le mec qui comprend pas que je préfère voir Nassour gagner, bon bah. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je ne pense pas être biaisé dans mon analyse. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, et preuve en est, les gars, il est devant au classement et il est devant dans le run. Donc si on pouvait un tout petit peu le respecter, ce serait bien quand même. Il a les armes pour gagner ce combat. Mais il a pas les lunettes cassées. Voilà. Ah, ce mythe. Mais ils sont très forts. Franchement, en tout cas, quoi qu'il va se passer samedi prochain, Sukup-Pira, il est exceptionnel. Et moi, je continuerai à écouter. Je ferai partie de son auditoire privilégié. Je continuerai à écouter ce qu'il fait parce que il a mis une claque à tout le monde commercialement. Et parce commercialement, c'est les lunettes. Et même Alex, on ne peut rien rentrer à l'UFC avec le sponsor Venom. C'est du génie. Penser aux lunettes, c'est exceptionnel. Parce qu'en plus, c'est un génie. Tu peux leur vendre derrière ce truc-là. Et puis, comme je dis, et en plus, c'est pas qu'ils ont rien à perdre samedi, parce que quand même, si tu t'es battu 2-0, bah, ta hype, elle tombe un peu. Tu prends 2-0, t'es mal quand même. Elle tombe un peu, mais t'as plus à gagner en fait. Si tu gagnes 2-0 en France face aux Français chez eux, tu gagnes plus que. Sinon, on leur dira, bon bah, Imavov, il était devant. Il était chez lui. Il a gagné logique. BSD, il était devant Ruffier au fait au classement, même si tu vois les analyses. Ouais. Eh ben, en fait, c'est assez logique qu'il ait gagné. Regarde la défaite de Prates, elle a plutôt bien vieilli et il a rattrapé ça tout de suite après. Tu vois. Donc au final, y a pas. Tu peux faire une contre-performance à l'UFC, mais il faut vite la rattraper. Ça, c'est très important. C'est le combat d'après, il faut déjà l'avoir gommé. Mais là, ça voudrait dire de la même soirée, elle aurait plus d'impact quand même. Ouais, ça, je te suis quand même. On a fait le tour de ce qu'on pensait à peu près de ce qui pouvait se passer et des scénarios. C'est un super jeu d'échecs, ce combat. Mais c'est assez simple, en fait. Enfin, les chemins, on les a notés assez simplement. Les connaisseurs, et en tout cas, moi, je t'arrêterai mon analyse là-dessus, les connaisseurs vont kiffer. Les amateurs de sang et de bagarre, ils vont pas kiffer du tout ce combat. Enfin, on en parlera dans une semaine. Peut-être qu'ils préféreront le combat juste avant, sur lequel on va aller. Mais à chaque fois, pour les gros combats, les 3 gros combats, en tout cas de cette carte qu'on va analyser là, on va finir par donner un prono, Aldric. On n'en donne pas souvent quand même dans cette émission finalement, mais là, pour l'UFC Paris, c'était obligé. C'est le moment aussi de rappeler que Winamax nous accompagne dans le développement de Jab Life et de Aldric Enerby et Jab Culture que vous retrouvez tous les week-ends. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires toujours en cash avec le code promo Jab10. Les rappels habituels, Aldric, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Les jeunes qui nous écoutent, vous ne déconnez pas avec ça et on joue pour les autres de façon responsable. On se met pas en danger, on dépense pas l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. C'est juste pour le petit plaisir en plus si on aime ça. Mais surtout, on joue responsable, les gars. Et pourquoi je vous faisais la petite minute Winamax habituelle, c'est qu'on va donner ses cotes avant de donner notre pari sur tout ça. Nassourdine Imavov par décision, 3,35. Nassourdine Imavov par KO, TKO, disqualification, 4,25. Nassourdine Imavov par soumission, 10. Caio Borraio par décision, 4,25. Caio Borraio par KO, TKO ou disqualification, 7,50. Caio Borraio par soumission, 6. Il va où ton pronom? Nassourdine KO. Nassourdine KO? Ouais. Je vois plus sur la fin du combat, mais je vois ça. Ok. J'avais Nassourdine décision. Si, j'aimerais qu'il le carotte. C'est pas Mike Tyson, hein, Nassourdine, mais je pense que si ça va loin, si ça va à partir du 4e, ça peut user. Après, on n'a pas non plus beaucoup d'infos sur la durabilité, surtout dans un jeu de grappleur de cailloux, mais ça m'inquiéterait que ça dure, moi. En fait, je peux te suivre. En fait, moi, j'ai un scénario où Caio, ce que tu as dit avant, tu vois, pourrit un peu le combat, fait en sorte de pas être dans cette boxing range pour éviter ce KO-là. Que Nassour, quand même, prend des rounds parce que moins de volume chez l'autre, il réussit à plus toucher, ça fait plus mal et tu le sens, donc il prend des rounds avec les dégâts. Quand même, et il finit par s'imposer un petit 3-2. En général, même quand il met des KO, souvent, il n'est pas forcément devant au score, hein, Nassour. Ouais. Après, ils l'ont peut-être gommé, mais moi, là, on fait de l'analyse. Le prono du cœur, vous l'avez compris, on n'en parle même pas. Moi, je pense quand même que le KO, il va passer. Néanmoins, en tant qu'analyste, j'essaye de me répercuter sur les précédents. Et je me suis amusé à regarder, il n'est pas toujours devant au score. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Et dans mon scénario à moi, celui qui a le meilleur cardio, selon toi?
Ça se discute. Ouais, Nassour parfois a eu du mal là-dessus. Hein, mais Nassour, il gère mieux maintenant. J'ai l'impression aussi. La maturité qu'il a pris. Ça va dépendre quand même de la situation. Je pense que il peut défendre le dos, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il défend sur le dos, je veux dire, pas le dos, sur le dos. S'il se fait takedown, ça peut laisser des traces. Tu vois, moi, je le voyais dans l'analyse de Nassour par décision possible. Je le vois dans cette maturité-là qu'il a aussi. Cette expérience des synchrones qu'il a fait plus récemment. D'un Nassour qui arrive à mieux gérer cette fin de combat qu'un Caio. Je te dis, moi, je suis un peu inquiet si ça dure. Si 4-5, il a toujours pas fait de grosses touches, qu'il a pas fait de dégâts sur Caio, je serais un supporter français inquiet. Il y avait une autre cote, comme ça me paraît à la proposer. Donc j'ai ta réponse, mais c'était le combat va à son terme. Oui, c'est à 2 et non, c'est à 1,60. C'est là les safe. Donc les parieurs vont plus vers le côté que le combat n'ira pas au bout des synchrones. Moi, donc, c'est ce que je pense aussi. Ils vont plus vers toi pour le coup. On passe au co-main event, notre deuxième France-Brésil du jour. On en a eu un finalement annulé avec Fares Kao Fernandez, mais ça reste France-Brésil, ce thème de soirée. Benoît Saint-Denis, numéro 13, chez les moins de 70 kilos, chez les lightweight, contre Mauricio Ruffi, le Brésilien, non classé, même s'il était numéro 15 il y a une semaine. Il est venu numéro 15 sans combattre, et hop, il est reparti. Il est reparti. Et c'est Joël Alvarez qui l'a remplacé, qui n'a pas combattu non plus. Les classements UFC, des fois. Petit plaisir. Là, on est quand même sur plus compliqué pour le français. Là, on est déjà... On parle de qui? C'est l'impression que ça donne. On parle de BSD, on parle de One Piece Ruffi. Parlons de Ruffi d'abord. Lui, c'est le bon élève. Ouais. Lui, il n'a pas fait de voyage, il n'a pas fait de backup, il s'est focus sur son truc. Il est resté à la maison mère, au Onbu Dojo, comme on dit dans la façon japonaise. Culture de l'instant, on parle de Bobby Green. Par contre, ok, il met KO Bobby Green, sa vitesse, elle est absolument fabuleuse. La vitesse d'exécution de ce gars du kick in range, je le redis, je pense que le seul moment où Benoît doit rester là, c'est pour envoyer un middle des enfers, mais vraiment pour emporter cubitus, radius et tout ce qui va avec, tu vois. Mais sinon, faut pas y rester dans cette distance parce que il va terriblement vite, il fait des entrées-sorties et surtout, il a des coups très variés. Le coup de pied retourné sur le crochet bras avant, le coup de coude retourné, il va à 2000, les uppercuts, il met de l'angle. Il est illisible. Très créatif. Ouais. Très créatif. Mais attention, c'est de la création travaillée. Oui, si tu regardes un petit peu les insides de chaque... Tiens d'ailleurs, juste un petit... ils font beaucoup de vidéos, Fighting Nerds. Et c'est un auditeur de Jive Life que je salue d'ailleurs, qui m'a envoyé ça hier sur Insta, qui m'a dit, regarde, ils ont flouté des entraînements de Caio quand on voit des séquences Fighting Nerds, et c'était du cache control. Je regarde un petit peu de plus près, c'était du cache control. C'était pour la petite légende. Flouté. Okay. Ruffi, tous les côtés de Caio en tant que patron un petit peu de cette académie associée, tout du moins, de partir de machin, ça on les a pas. Le mec est prêt, il est ready, il s'est préparé. J'écoutais un podcast là, sur le camp de Ruffi et la conception de Sukupira qui lui a fait travailler que des rounds frais, c'est-à-dire ce qu'on appelle les premiers rounds. Tu vois, il a fait faire beaucoup de premiers rounds pour garder énormément de clairvoyance et de déplacement et de fraîcheur dans ses déplacements. Donc, il a un vrai game plan. On le sait, alors là, c'est ultra lisible. C'est de garder la distance et d'être capable de défendre les amener au sol de Benoît. Je dis pas que c'est forcément le game plan de Benoît. Je dis que lui, sa win condition, c'est de KO'ter Benoît et de faire des dégâts quand il va essayer de venir casser cette distance. Et ce qui est inquiétant, Aldric, c'est qu'il sait très bien le faire. Mais ce mec... Alors là, regarde, très, très bien. Je vais revenir sur ce que je disais. L'adversaire de Fares, pour moi, il est dans cette catégorie-là, parmi les 8 meilleurs strikers de la KT, avec plutôt du kick. Là, pour moi, ça surpasse un petit peu quand même, parce que ça mixe mieux. Caio, l'anglaise, Calo plutôt, l'anglaise, c'est un petit peu aléatoire, un petit peu style karaté quand même. Là, on a une vraie anglaise. Ouais, c'est vraiment avec de la prise d'angle, tu vois. Donc, on est encore pour moi efficace. Un petit peu moins. Il a moins de gabarit parce qu'il a les jambes moins grandes, il a moins de reach que le Caio de Fares. Mais c'est tellement créatif et surtout ça mixe. Anglaise, coup de coude retourné, technique retournée, coup de pied retourné avec appel. C'est plus élaboré. Son anglaise en lit, elle est efficace. Ouais, meilleure que l'autre. Derrière, il sort très bien quand il doit sortir. Il fait son dégât, il sort. C'est ça. Il est patient sur ça, je trouve. Je suis d'accord avec toi. C'est une galère, tu vois. C'est pas. J'allais dire bourbier, je me suis repris. C'est pas un bourbier. Il y a des chemins et on va en parler pour Benoît, mais c'est une galère, Mauricio Ruffi. Ouais, le chemin il est simple. Regardez l'avant-dernier combat. Si tu regardes James Leotop, qui est même plus à l'UFC aujourd'hui et qui est sorti de l'UFC pour aller perdre à l'UE Warrior, il a mis beaucoup en difficulté quand même sur certaines séquences. Est-ce que tu peux... Alors,
Je pense que tu peux pas le ragdoll, mais tu peux le grinder. C'est-à-dire que tu peux pas le jeter dans tous les sens comme une poupée de chiffon, mais tu peux casser la distance, l'embêter au clinch, le frustrer au cage control. En fait, si tu regardes bien, ils sont rigolos ces combats parce que le game plan de Caio, c'est un petit peu celui de Benoît, et le game plan de Nassourdine, c'est un petit peu celui de Rufi. C'est rigolo comme ça. Effet miroir. Ouais, c'est un petit peu croisé, même si ce middle, il est pas mal quand même. Il peut passer, il peut générer des dégâts. Il nous a montré aussi quand même une efficacité sur le clinch de Muay Thai. Moi, je pense que Benoît est un petit peu plus costaud en termes de gabarit de lightweight que Rufi. Donc, il peut y avoir un petit avantage en cage control et en clinch. Ouais, mais je pense que c'est son chemin. Hein. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai... Pas trop rentrer dans le détail. Pareil, j'en ai pas parlé avec Nico, mais moi, je vois... Il faut grinder, de toute façon. Attends... c'est la même chose qu'avec Nassourdine. Sauf que là, c'est un peu plus dangereux parce que Nassourdine, c'est plutôt boxing range où il peut t'éteindre. Là, il est plutôt kicking range, lui. Donc, il faut ne pas rester dans cette distance. Il va falloir la casser. Il est illisible. C'est une de ses grosses qualités, le clinch à Benoît. Il a toujours montré, il sait mettre les coudes, il sait mettre les genoux. Il l'a encore travaillé hein, quand il a fait son camp. Ah, parce on rappelle qu'il est parti en Thaïlande un petit peu exactement. Sur son début de camp où il était avec William Gomis d'ailleurs. Et c'est toujours bien de travailler ces qualités que tu as, de pas oublier les trucs qui font que t'es fort. J'ai hâte qu'on les voie en face-off parce que je pense qu'il y a un petit gap de plus pour Benoît. En termes de gabarit. Ouais. L'intensité que met Benoît, ça va avec ce truc, tu vois, de pouvoir casser la distance, mais aller lui faire du sale au clinch, aller te le lutter, aller te l'amener au sol. Le grappling offensif de Benoît, on l'oublie, hein, mais il est très 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 bon. Voilà, pour ceux qui l'auraient oublié et qui restent sur les mauvaises images de Poirier ou de Moïcano, il a des choses à faire. Et Rufi, moi c'est le gros point d'interrogation de Rufi. Sur ces phases-là notamment, mais d'ailleurs au global, Rufi il n'a pas encore été testé en fait. Moi l'interrogation que j'ai de ce combat-là, où d'ailleurs beaucoup de mecs, des bookmakers mettent Rufi gros favori, on n'a pas eu le test. On n'a pas eu le test contre un mec. Bobby Green, on est quand même plus sur la fin. Tu vois. Il n'a pas été testé contre ce genre de mec encore. D'accord. Et est-ce qu'on est sûr qu'il explose pas en fait, Rufi face Après, à BSD. J'ai vraiment essayé de regarder ça de façon froide et de façon analytique. Sur le camp en lui-même, avantage Rufi. Je t'explique pourquoi. C'est mon avis, hein. Parce que je pense que c'est plus facile au Brésil de trouver un mec qui a le style de Benoît. Je parle sur le cage control et sur après la prise de dos, les crochets, le jeu de Benoît qui est Christophe Savoca, qui est lui-même marié avec une Brésilienne et qui est dans le jiu-jitsu depuis les années 2000 et qui va au Brésil très souvent. Il a un style jiu-jitsu brésilien. Je le rajoute pas souvent, le mot brésilien. Non, donc, c'est pour ça que je le dis. Et même dans l'intensité, tu peux trouver des mecs comme lui, c'est sûr. Ouais. Des mecs de 83, 85 kilos qui viennent grinder contre la cage et qui mettent le crochet dès qu'ils peuvent mettre le crochet du dos. C'est plus facilement reproductible pour Fighting Nerds que pour Nicolas. Parce que là, par contre, ce genre de striker hors pair qui mélange les techniques de karaté. Parce que Nico, il a été un moment avec l'équipe de France de karaté. Il peut quand même trouver des mecs qui sont capables de venir reproduire un petit peu ses coups de pied retournés et tout. Mais derrière, c'est aussi avec de l'anglaise et du clinch et des coups en angle et des uppercuts, tu vois. Donc, ce genre de combattant-là, tu vois, en France, je sais même pas si on l'a. Moi, j'ai un nom en tête qui s'entraîne chez moi, qui pourrait ressembler à un Rufi, c'est Nikita Leshukov. Allez voir ses combats pour ceux qui le découvrent, ce gosse de 23 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y en a pas 20 000. Des mecs comme ça qui sont capables d'être aussi à l'aise avec les jambes et de surtout mixer les enchaînements sur ce type de coups. Et je pense que là, ça a dû être un peu compliqué quand même, un peu plus compliqué pour Nico de reproduire ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la surprise qui te tue, un combat. Et Rufi est surprenant. Et Rufi est dur à reproduire. D'ailleurs, dans son premier run, le run qui le monte jusqu'à Poirier, tu voyais que les mecs étaient surpris par Benoît. Parce qu'ils le connaissaient pas encore bien. Et quand il arrivait avec son intensité, ses middle, il l'avait pas forcément bien préparé. Exactement. En fait. T'as raison. La préparation, ça enlève la surprise. Exactement. Je pense qu'il y a des... On le voit, enfin, on l'a dit tous les deux, on voit le chemin que doit prendre Benoît. Je pense qu'il y a des possibilités aussi de... tu vois, je pense à son KO contre Frévola. Avec un Rufi qui va chercher toujours à désengager le plus possible et à pas rester dans ces trucs de clinch forcément, ou à pas se faire lutter, et à reprendre sa distance, son kicking range, t'as peut-être des possibilités contre la cage, là. D'aller lui faire sur des sorties, sur des ruptures de contact, d'aller lui faire un peu du Benoît, quoi, non? Mais en fait, il faut être très fin. Mais je pense que là-dessus, le passage avec Nicolas et surtout la Thaïlande, c'est très important parce que sur un contreur, il faut feinter. Et les Thaïs le font très bien, avec des petits appels du pied pour simuler un blocage ou un genou. Et vraiment, tout ce combat, il va se jouer sur ça, la distance, les appuis.
C'est-à-dire que tu es capable de le faire déclencher dans le vide, notre ami Ruffy, et tu le grindes, il y a moyen de l'user. Il y a moyen de l'user. Et là, clairement, tu me demandes pas mon pronostic, mais je te le dirai, moi, je vois ce combat s'éterniser. Je vais te le demander. C'est un des trois dont je vais te demander le pronostic. Bien. Oui. Mais je te dis, moi, je vois ce combat durer. Et je vois ce combat, pareil, c'est un jeu d'échecs, mais plus dans la dureté, celui-là, tu vois. Autant Nassour doit être patient et peut-être qu'il aura 2 ou 3 occasions de toucher fort. Et c'est ça là qu'il faut le capitaliser. Autant là, faut lui avancer dessus, H24, et Benoît est capable de le faire. Et souvent, on entend cette phrase, Benoît doit faire du Benoît. C'est pas tout à fait ça. Benoît, avec les armes qu'il a travaillées et développées, parce que je rappelle que le clinch, c'est pas très très jeune, tu vois, c'est plutôt récent dans le run de Benoît. Et par contre, ses qualités au sol, oui, il les a toujours eues. Mais Benoît doit être capable de faire une guerre de 15 minutes et de mettre une pression constante, mais avec des feintes. Voilà, j'altère un peu parce que lui, tu peux pas lui rentrer dedans à H24. Une guerre avec un plan, avec un plan de bataille. Oui. Mais il a le chef d'orchestre pour le faire. Mais tu sais qu'à la fois, je la comprends cette phrase, je vois ce que les mecs veulent dire, mais je l'ai jamais compris non plus. Bien sûr que Benoît fait du Benoît, Nassour fait du Nassour, hein. Manon fait du Manon, Cyril fait du Cyril. Il a rajouté des armes. C'est eux, quoi. Et moi, je pense que Nico, en plus, il est très attentif à ça. On échange souvent par message tous les deux et tout. Et ce qui se passe en dehors des frappes, ce que Sukupira va appeler l'invisible fight, c'est très concerné par Nico. Moi, j'ai déjà été dans le vestiaire plusieurs fois avec eux. C'est quelque chose qui lui parle. Les appuis, les feintes, tu vois. Et moi, la clé de ce combat, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que tu dois avancer sur Ruffy, mais en feintant. Et si tu le fais déclencher dans le vide et que tu le graines derrière, tu as un chemin de victoire et de frustration. Tu as réussi à faire ce truc qui te permet de casser cette distance-là et derrière, tu le rends. Parce que ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure, ces points d'interrogation et tout. Il n'est pas testé, Ruffy, là-dessus. Non. Qu'est-ce qui se passe s'il est au clinch contre un animal? Parce que Benoît, c'est un animal dans ces phases-là. C'est un très gros lightweight. Qu'est-ce qui se passe si Benoît est en grappling offensif sur lui? Le menton de Ruffy, il a vraiment été testé à lui. Il y a quand même des levels. On le voit depuis le début d'année. En termes de pression, bien sûr, parce que l'UFC, c'est un autre animal en termes d'enjeu et de pression. Mais il y a des levels. On le voit avec les mecs qui arrivent du PFL, du Bellator, d'autres orgas. Il y en a, ça passe. Il y en a, ça passe pas du tout. Parce qu'à un moment, tu affrontes les meilleurs de la planète. On peut être critique. Moi, vous le savez tous que je suis assez, parfois critique sur l'UFC et l'organisation qu'ils ont fait. Par contre, le niveau sportif, il n'y a pas photo. Les meilleurs, ils sont là. Et quand tu n'as jamais été testé contre ça, ça peut passer. Hein. Ça se trouve, samedi soir, on vous dira, Ruffy, en fait, c'est top 15 et on va voir jusqu'où il va s'arrêter. Et ça se trouve, on vous dira, en fait, le test, il l'a pas passé. C'est ça. Il y a beaucoup d'inconnus et c'est ce qui rend ce combat hyper attrayant aussi. Mais les inconnus, elles sont aussi pour Benoît. Je pense que Benoît, il doit s'être renouvelé tout en gardant l'état d'esprit qu'il incarnait dès le départ, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que Nicolas a pu faire et j'y crois vraiment. Maintenant, Ruffy, il faut pas se planter. Je veux dire, tu fais une... Tu sais, on en parlait ensemble, je sais plus pour quel combat, où je te disais... C'était pour Lewis en poids lourd, je te disais, attention, les in and out. Si tu fais une seule erreur, Lewis, il va te... Avec ce nouveau poids lourd qui montait, tu vois. Et ben là, c'est la même chose. Il faut faire des entrées calculées. Parce que si tu rentres contre Ruffy de façon trop directe ou sans préparer cette entrée, punition. Et il a le KO power. Donc, combat avec énormément d'excitation et d'enjeu, t'as vraiment envie de le voir. On a vu aussi, c'est la critique qu'il y a eu dans le combat contre Prepolek à Montréal, dans le deuxième round, où il fait plus du Benoît, on va reprendre l'expression, et il en prend une ou deux. Parce que Benoît, il est ouvert quand même quand il est dans ce striking, dans ce range-là. Il y a un danger, parce que... J'étais sur place. Tu vois, il vaut mieux vraiment coller. Il vaut mieux être au clinch que dans cette petite distance d'anglaise. Oui, mais je te réponds. Il n'a pas une anglaise académique, Benoît. J'ai tendance à dédramatiser un peu ça parce qu'il était trop au-dessus. En fait, il l'a vu. Oui, il s'amuse. Pas il s'amuse, mais tu le sens dans le combat. Je mets des guillemets, tu le sens dans le combat. Et ça inquiète pas mal de gens, ce deuxième round de Prepolek. Pas parce qu'il domine pas, parce qu'il se fait toucher. Oui. Mais en fait, je pense que, sur le premier, il a été très à l'écoute. Et il se fait beaucoup moins toucher d'ailleurs. Et sur le deuxième, tu sens qu'il voit qu'il est au-dessus, et ce qui est quand même logique. Benoît, aujourd'hui, en Fight Matrix, il est classé quoi? 10, 12, 13. Et là, il est contre le 300e. Les gars, oui, il est facile. Oui. Et dans cette différence de niveau qu'il a lui-même constatée, il s'est rendu compte que c'était pas ouf en face et il se fait un petit peu toucher. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une alerte? Non. Maintenant, je pense qu'il sera beaucoup plus concerné contre Ruffy. Ouais, c'est sûr. Et il sait qu'il joue gros. Pour le coup, je pense que tu vois, Benoît, il sait que Ruffy il joue la crédibilité de perdant, il disparaît du classement. Voilà. Même si Ruffy n'y a qu'apparu qu'une semaine, t'as compris ce que je veux dire? Ruffy doit légitimer ça.
je mérite d'être dans le top 15 et d'affronter les gros. Si tu passes pas BSD, qui a été battu par Poirier et Moïcano pour le coup, et oui, tu restes un peu à la porte de ça. Ouais, c'est ça. Et Benoît, il peut disparaître pendant quelques temps s'il est battu par Ruffy. On dit, ok, en fait, il méritait peut-être pas d'être à ce niveau-là. Enfin, je parle des gens extérieurs qui te diront ça. Donc, c'est un gros enjeu pour les deux. Et moi, où je t'en parlais de ça, c'est ce côté, Benoît, tu sais, je le vois beaucoup et je travaille son anglaise, par exemple, avec le Cubain Mariano de avec Luis Mariano, qui était allé en équipe de France avant. Qui était le boss, l'entraîneur en chef de l'équipe de France olympique de boxe. Je trouve que c'est pas tellement son style à Benoît. D'être de l'anglaise académique. Attends. Parce que c'était le premier. T'entends ce que je veux dire? Tu vas dire, mais je te rappelle quand même qu'en anglaise, il y a quand même la défense qui compte autant que l'attaque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et un mec comme Louis, c'est pas parce qu'il est cubain, tu vois où je veux en venir? C'est pas parce qu'il est cubain qu'il t'apprend à sautiller et à mettre des jabs, tu vois. Je pense que c'est bien de s'entourer de garçons précieux en anglaise, parce que moi je vois, quand j'échange beaucoup avec Soueb Boafia par exemple, dans cette mentalité boxe anglaise, Fabien Guilherme aussi, qui est à Nice, un ancien champion d'Europe, ils ont ce côté défensif aussi qui est important. Donc même si effectivement le style de Benoît c'est plutôt un style un peu Muay Thai, il va jongler du kick au clinch, mais la responsabilité défensive, les angles à prendre pour pouvoir être moins exposé, moins hermétique, ça c'est vraiment de l'anglaise. Et je trouve que, à part d'aller en Thaïlande et de bosser avec les tout meilleurs mondiaux en pied-point, il y a moins quand même cette culture défensive en Muay Thai, parce qu'en fait, à la distance où tu vas bloquer en anglaise, tu vas mettre le coude ou tu vas attraper en Muay Thai. Du coup, c'est un petit peu différent. Mais on se rejoint. Non, mais on se rejoint en fait. C'est-à-dire que utilise les armes, et alors aucun d'eux, bosser avec ce mec-là, c'est du caviar. Hein, de bosser avec Luis Mariano, c'est juste parfait pour travailler son anglaise. Utilise ces trucs, notamment sur la responsabilité défensive. Par contre, quand tu dois être dans l'offensive, et le côté animal Muay Thai, tu vois. Parce que c'est ça qui lui réussit mieux à Benoît. Il est meilleur en clinch qu'en anglaise. Et c'est la même distance. En fait, quand tu regardes sur l'anglaise, il peut se faire plus toucher, tu vois. Sur ce qu'on appelle le boxing range. C'est pour ça que c'est compliqué pour les mecs de faire la transition, parce que à l'endroit où on donne un peu des coups en anglaise, ce qu'on appelle un peu dans le jargon la poche, c'est aussi la distance de lutte de clinch et de Muay. Tu vois, donc je pense que ce que nous a montré Benoît par le passé, il est plus efficace dans une configuration, je travaille sur le coup de mon adversaire, je sors en coude ou en high kick comme il a fait à New York, tu vois. Et effectivement, mais je pense que le travail avec Marnio pour le stance, les appuis, pardon, et la défense, ça peut également porter ses fruits. Parce que je pense qu'il était perfectible sur ça. Ouais, parce qu'on se méprenne pas. Hein. Ruffy, c'est pas Poirier. Mais dans la fin du combat contre Poirier, tu le vois. L'échange de boxe, ça peut lui être fatal aussi à Benoît. Poirier, c'est vraiment le seul mec qui fait avec des gants de MMA ce qu'on fait en anglaise. Il baisse la main, il travaille avec l'épaule. Non, il y a aussi Ayman Zahabi aussi qui fait ça. Pour l'avoir fréquenté, regardez, il fait du boxing style avec des petits gants. Il le fait très bien d'ailleurs aussi, Ayman. Mais il y en a peu en MMA qui le font. Puisque tu parles d'anglais, c'est marrant, mais parenthèse, j'adore les esquives de Ruffy, oui. Il tourne la tête comme le font certains boxeurs, mais vraiment le mouvement entier, quoi. Hop. Canelo, Canelo fait ça par exemple. Je te dis vraiment, Ruffy, attention. On se méprend parce que j'ai dit que Benoît avait un chemin de victoire. Les gens disent ouais, vous pensez que c'est trop facile. Attention, je dis que c'est dur. Il faut pas faire d'erreur. Elle peut être sanctionnée. Mais avec un game plan assorti de feintes et de grind, c'est-à-dire de coller, de fatiguer, moi je vois. Et je vais te lâcher mon prono dans la foulée avant même que tu me donnes les cas et les choix. Moi je vois un Benoît décision. Un Benoît décision. Ouais. Okay. Ouais. Sur 3 rounds, je vois un Benoît décision. Je vais te les donner dans l'ordre de la plus basse à la plus haute. Ruffy par KO ou TKO, c'est à 2. Benoît par soumission ou Benoît par KO, c'est à 5. Ruffy par décision, c'est à 7. Benoît par décision, c'est à 10. Et Ruffy par soumission, c'est à 15. Je viens de te donner une cote à 10, moi, là. Okay. Oui. Mais les parieurs sont extrêmement méchants. En fait, je vois pas... Alors, pour te la compléter, parce que tu vas comprendre un peu leur choix, puisque je l'ai fait à chaque fois aussi dans les 3 combats qu'on analyse en cote, le combat va-t-il à son terme ? Oui, 4, non, 1,15. Donc là, tu vois, ils sont persuadés que... En fait, les parieurs, ils pensent vraiment que Ruffy va l'éteindre. Ouais, il y a un peu de ça, en vrai. Ou que Benoît le soumet à un moment sur de la... Ouais, vite fait, parce que la cote, elle est à 4, hein, 5. Même, hein. Ouais, 5 vois, donc, Non, mais clairement, le run de Ruffy, il est parfait. Donc, je suis pas du tout contre. Et pareil, c'est pas du chauvinisme. Je vois, et je vous renvoie encore, s'il vous plaît, messieurs, à James Lotop, un chemin où on peut y aller, où on peut lui grignoter. Je vous rappelle que
En fait, 7 minutes et 31 secondes. Voilà. Tu gagnes ça, tu as gagné le combat, en fait. 7 minutes et 31 secondes et tu as gagné ce combat. Donc, je vois pas pourquoi on peut pas aller chercher ce mec-là, comme l'a embêté Liotop en clinch et en grind. Pourquoi Benoît peut pas le faire? En fait, j'y crois, moi. Moi, où je suis étonné sur les cotes, c'est que tu vois, Ruffy par décision soit plus bas que BSD par décision. Ouais, je pense que si on va au bout de ce combat, c'est Benoît par son grind qui s'impose. Ouais. Je peux entendre Ruffy par KO. Les parieurs n'y croient pas, ok. Moi, je pense que c'est possible et je pense que Benoît, surtout, il a un run plus qualitatif en termes d'adversaire. Puisque je te dis, pour moi, il n'y a que Green vieillissant. Donc maintenant, voilà, hâte de voir le game plan, hâte de voir ce qui va se passer. Je suis persuadé que Nico a très très bien senti le danger de ce mec-là. Tu peux pas le sous-estimer. Il est létal et même quand tu regardes un petit peu ses entraînements, ça va tellement vite. En fait, ces mecs-là, ils ont une vitesse d'exécution, tu ne peux pas lire. C'est pas possible. Et je veux dire, en plus, il n'y a pas que Benoît, il y a des coachs, il n'y a pas que Nico, il y a des coachs de striking autour. N'importe quel, tu peux pas te faire avoir sur ça. Tu peux pas lire ce mec-là, c'est impossible. Donc, pour éviter de le lire, il faut le coller. Je veux dire, le b.a.-ba, il est très simple et à partir de là, moi, je vois un chemin de victoire. Le cœur, bien sûr, parle. J'espère que Benoît est capable physiquement de faire une guerre en termes d'intensité et forcément, il va en prendre. Hein. Mais avec un Benoît qui feinte, qui rentre et qui fait le travail, ouais, moi, je le vois gagner la décision. Eh ben, moi, j'ai... Le cœur joue, parce que de toute façon, il va jouer sur beaucoup des paris, enfin, sur les 3 en tout cas qu'on va mettre pour cette UFC Paris. Moi, je t'ai mis Benoît par soumission. Ouais. Je pense qu'il va mettre, pour le coup, il va mettre une clim sur le nerd. Après, mais refilmer KO, je vais être clair. Hein. Je tombe pas de ma chaise du tout et je vous dis, ok. Mais c'est les chemins des combats d'élite. Voilà, exactement. Moi, pourquoi je m'enflamme pas sur la soumission, jouer à ça. Rappelez-vous que plus tu colles, plus tu es sûr que tu annules un petit peu la tentative de scramble. Khamzat DDP, tu vois, donc c'est plus compliqué parce que si tu veux aller vraiment travailler, le jiu-jitsu brésilien et le jiu-jitsu en général, c'est fait pour évoluer de la position. Si tu veux juste la garder, c'est moins risqué parce qu'aujourd'hui il y a toutes ces techniques de scramble et je refuse de croire que des mecs au Brésil ne sont pas entourés des meilleurs. Ouais, bien sûr. Des meilleurs. Donc voilà pourquoi je me dis que voilà, 7 minutes et 31 secondes, regardez bien ce chiffre et voilà, puis il faut essayer de le garder. Mais ouais, c'est extrêmement compliqué. Et ces 2 duels contre Fighting Nerds parce qu'en fait, moi j'ai envie de revenir sur ça, l'efficience des game plans. Il y a des très bons coachs à l'UFC, tu as des coachs qui sont là toutes les semaines, mais vraiment des mecs qui arrivent avec une philosophie, une étude, une capacité d'analyse, il n'y en a pas tant que ça. Et force est de constater que Pablo et son équipe le font très très bien. Ah, mais il est des 3 qu'on a analysé un peu plus dans le détail de exactement qui va faire quoi pour cette émission, c'est celui qui m'a fait le plus galérer. Les scénarios, ils sont mais par contre, c'est vrai que tu te plantes sur un mec comme Ruffy, sanction immédiate. Ah, mais le KO m'étonnerait pas du tout. KO, ouverture, tu vois, qui va le permettre de canaliser, quoi, tu vois. Et c'est compliqué. Parce qu'en plus, tu prends une ouverture contre un mec comme ça, tu vois plus très bien à cause du sang, c'est encore plus une tannée parce qu'il a des angles abominables. Non, je pense que Benoît peut le faire, mais ça reste un combat. Là, par contre, je vais vous hyper parce que ça reste un combat très compliqué. Très, très compliqué où la moindre erreur se paye cash. Donc, très il est fabuleux. Très excitant comme combat. Et venez pas nous attraper le col si refile le KO et dire vous avez parlé pour Benoît parce que, bah oui, mais les 2 ont un chemin. C'est un combat d'élite. Et si refile fait, c'est aussi un combattant d'élite. Donc, ça peut arriver. Mais enterrez pas Benoît si vite que ça. Parce qu'il peut vous surprendre sur ce combat-là. Le Coco Main, c'est à l'heure où on parle, en tout cas. Je ne sais pas s'il y aura du changement, parce que Fares était prévu sur la main card, il n'y est plus. Enfin, voilà. Enfin, son combat n'y sera plus, mais KO et Fernandez, je pense que ça restera pas en main card. Enfin, devrait y avoir du changement. Moi, je vois bien William Gomis remonter en main card. Possible. C'est censé être le dernier combat. Le main event de la prélim. Voilà, contre Ruchala et tout, qui est un peu connu en plus, puisqu'il a affronté Salah en France. Enfin, ça ferait sens d'avoir William remonté à ce niveau-là. Mais c'est Bolaji Oki, belge, contre Mason Jones, le gallois. Je sais que c'est un combat qui t'excite beaucoup, Aldec. Surtout pour Mason Jones, alors, pour le coup. Je commence par Bolaji comme ça. Ouais. Alors, c'est un compatriote belge que les gens connaissent peu. Moi, je vais être très clair. Pour le moment, son fait le plus marquant n'est pas à l'UFC.
c'est au Dana White Contender Series. Parce qu'on était déjà en train de fêter l'arrivée d'un nouveau Français en 2023, Dylan Salvador, Français qui avait vraiment fait bien les choses, qui est parti aux États-Unis. Dylan, après être multiple champion du monde en pied-point, diverses disciplines, le Lyonnais est parti aux États-Unis. Il a travaillé son sol, il a travaillé sa lutte, et il était létal debout. Et bah, il se fait mettre KO. Il se fait mettre KO round 1 par ce Belge que peu de gens connaissaient à l'époque, tu vois, qui est athlétique, 1m78, costaud. C'est pas un gros lightweight, mais il est extrêmement musculeux et très explosif. Je dis ça parce que pour l'instant, on l'a pas trop vu. À l'UFC, c'est plus compliqué. Timmy Kwamba, c'est une split, c'est très serré. Duncan, qui pour moi est un futur top 15, à Paris déjà l'année dernière, lui met une guillotine avec un combat relativement court parce que finalement, on n'a eu que 3 minutes de combat, hein, donc on l'a très peu vu s'exprimer. Et là, il revient pareil, avec pas un no-name, mais Michael Aswell, d'une victoire. Combat très compliqué. Même si Oki, voilà, mec qui est capable de mettre KO Dylan Salvador, pour moi, il n'y a plus rien besoin d'expliquer. Donc ce mec-là est capable de. Mais là, va falloir être capable de beaucoup. Parce que. En face, c'est capable de, Aldric. Hein. Ouais, parce qu'en fait, Michael Aswell, je recontextualise. C'est un jeune. Il fait 1m70. Pour moi, c'est un mec qui a pris. C'est un mec qui est arrivé là et qui a pris un short notice après avoir perdu au Dana White Contender Series, la dernière victoire de hockey, hein, pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Voilà. Donc ce mec-là, il arrive. Il fait le Dana White. Il perd sur split. Il signe pas à l'UFC, on le prend en short notice contre Rocky, il perd à la décision. 1m70, pas hyper athlétique et 24 ans. Donc en termes d'expérience, c'est pas ça. Maintenant, on va parler de son adversaire, pour que les gens comprennent. Mason Jones, c'est 30 ans, top fighter, qui a fait un premier run à l'UFC où il a pris que des tueurs. Je vais revenir sur ça parce que son premier run, en fait, il est truffé d'embûches. Puisqu'en plus, il débute avec Manon à Abu Dhabi, il prend Mike Davis. Il n'arrive pas à faire comme Fares, à le rendre grappleur, mais ils font une guerre de ouf et il perd la décision. Derrière ça, il domine, il défonce Alan Patrick, qui était pas mal à l'époque, qui fait semblant de prendre un coup dans les parties, ou dans l'œil, je ne me rappelle plus, et qui arrête. Donc ça lui fait un no contest. Il bat difficilement un nouveau venu qui signe que pour lui, David Onama, mais je t'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, on a vu la qualité du garçon à 66. Ça va. Et il perd contre Ludovic Klein, défaite qui n'a pas trop mal vieilli, puisqu'on voit que Ludovic, il a pris Gamrot il n'y a pas très longtemps et c'était pas ridicule. Derrière ça, il décide avec son management d'arrêter l'UFC. Il dit ouais, j'ai encore besoin de travailler des choses. Et pendant 2 ans, il retourne au Cage Warrior et il nous fait un 4-0. Il revient. Pas de cadeau, ça, tu vois, c'est Graham Boylan qui le manage, aucun cadeau. Jeremy Stephens à la maison. Ouais. Et là, il gagne, il fait une guerre de folie. La semaine d'avant à Manon à Montréal. Exactement. Ouais. Et là, on le met contre Oki Bolaji. Ce mec-là frappe fort. La gauche. Ouais. Il a un grand endpoint terrible. Il est très complet, Aldric. Ouais, et quand tu regardes sa formation, d'ailleurs, il a vraiment tâté tout. Taekwondo, Muay Thai, judo, boxe, il a tâté tout et très jeune en fait. JJB, enfin. Ouais. Très complet, très jeune. C'est une galère. Grand, parce que le chiffre est pas terrible. Moi, je l'ai vu en vrai, il fait pas du tout 1m75. Il dépasse le 1m81, je pense 80-81. Athlétique, beaucoup d'expérience, puisque je rappelle que là, il fera son 19e combat déjà. Il a 16-2. Hein. Et quand on regarde bien en carrière, au final, il perd contre qui? Il perd contre Ludovic Klein et Mike Davis. Il y a pire quand même. Ouais, ça va, tu vois. Ouais. Donc, non, et très gros c'est prospect. même plus le même fighter qu'à cette époque-là. Ah ouais. Très gros prospect qui, pour moi, je vous ai dit, les gars, Duncan, futur top 15, Mason, futur top 15. Donc là, vous regardez 2 futurs top 15 de la catégorie. Il a vraiment. Pour le coup, je suis plus convaincu par Mason Jones sur l'affirmation top 15, mais Mason Jones, il a une tête de futur top 15. C'est plus complet que Duncan, mais Duncan, il est vraiment intelligent. Je trouve que depuis qu'il est à ATT, là, par contre, tu vois, ils l'ont globalisé en tant que fighter. Il arrive avec des vrais game plans, j'aime bien. Il est précis. Ouais. Mason Jones, il est puissant. Même quand il va au takedown, tu sens la puissance qu'il met dans ses takedowns. Enfin, il a beaucoup de facettes en positif, ce combattant. Non, c'est un très bon combat. On va pas s'ennuyer. Hein. Ah non. On va de toute façon, chemin de victoire d'Oki, pour moi, extinction de Mason. On a vu qu'il peut se faire toucher fort parce qu'il aime aller à la guerre. Ce qu'il a fait à Dylan, il peut le refaire. Je crois que c'est Team Vallon, son équipe. Donc, c'est une équipe de strikers.
Ils peuvent avoir vu des faiblesses dans le jeu de Mason, ou en tout cas des axes de travail. Et son chemin de victoire, c'est le KO. Alors que Mason, je le vois gagner sur plus de trucs. Oui, Mason, il peut lutter, il peut le prendre au sol, il peut frustrer le combat, il peut garder un petit peu la distance. S'il voit que ça se passe mal debout, il peut faire tout le reste. S'il voit qu'il maîtrise avec sa puissance, sa précision, il peut le faire. Je vois Mason Jones. Pour moi, c'est un bourbier, Mason Jones, aujourd'hui. Mais c'est important de parler de ce combat, Aldric, parce que pour tous ceux qui suivent un peu de moins à la carte de l'UFC Paris, qui pourraient se dire sur la main card, je connais moins ces deux gars-là, c'est peut-être le moment où je vais acheter des chips. N'achetez pas de chips. non, les gars, restez là. N'achetez pas de chips. Restez là, ça mérite vraiment. Je vois quand même Jones. Moi aussi, je verrais un 65-35 ou un 60-40, parce que globalement, je trouve qu'il a plus d'armes pour gagner le combat, mais il peut se faire éteindre. Ouais, puis Bolaji va sûrement avoir c'est même pas sûrement, il va avoir le soutien de la foule. En tant que voisin aussi belge, et puis l'autre côté c'est un Gallois, mais on sait que dès qu'on dépasse la Manche, on les aime moins, tu vois, on est moins pour eux, donc il y a ce côté qui sera pour lui, mais ça va être une belle guerre. Et moi Mason Jones, il m'a beaucoup plu contre Stephens. Alors c'est Jeremy Stephens, donc ça mérite de voir plus. C'est déjà ok. Enfin, moi il m'a beaucoup plu pendant tout son run. Ouais, je suis d'accord. Non mais là tu vois, pour le retour, est-ce que j'ai vu contre Stephens en mai, il a pris beaucoup de maturité. Ça faisait 2 jours que j'étais à Montréal, j'étais calé dans ma chambre, j'étais bien tranquille à regarder ce combat. Ouais, c'est ça, tu vois, une évolution du combattant. Tu vois. Grosse maturité. J'avais pas revu tous ses combats, tu vois, au Cage Warrior. J'avais pas tout suivi pour le coup. Son dernier run, là, avant de retourner à l'UFC, Graham l'a pas épargné. Et il fait des combats très matures. Et il domine vraiment de très très loin son sujet. Le combat suivant, c'est quand on remonte cette carte encore, c'est encore un combat que certains dans le public connaîtront moins, même si Paul Craig c'est quand même un nom depuis des années. Modestas Bukauskas contre Paul Craig. Moi je te l'avais dit sur la main carte, c'est celui qui me chauffe le moins pour le coup. Si t'as quelques mots à en dire, parce qu'on a encore les autres combats en fait, c'est encore Tim Graham, champion du Cage Warrior, tout du moins ancien champion du Cage Warrior. C'est un peu le profil de Rhys McNee, en fait, l'adversaire d'Axel. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont arrivés avec des énormes runs au Cage Warrior. Je crois qu'il il avait 7-1 lui au Cage Warrior, tu vois, quand il est arrivé. C'est un Lituanien mais qui s'entraîne et qui vit en Angleterre. Son run à l'UFC est pas dingue puisqu'il est sur un 6-4, on va être honnête. Mais là, il est sur 3 win streak après s'être fait éteindre contre Vitor Petrino. Il a battu Marcin Prachino, Rafael Cerquera et Ion Cutelaba sur une split très serrée, mais où le combat était intéressant. Quoi dire, assez complet. Il est capable de gagner debout comme au sol, il est capable de mettre KO, il est capable de finir. Donc ça, c'est intéressant. 56% de victoire par KO, 17% par soumission, 28% par décision. Donc c'est un combat plutôt entertainment. Et on a Paul Craig, 37 ans quand même. Ouais, Paul Craig, c'est plutôt jeune, jeune. On est quand même plus sur la fin, tu vois. Le run, il est absolument ouf. 9-9-1-1. C'est une plaque d'immatriculation, son run. 9 victoires, 9 défaites, un match nul, un no contest. C'est absolument fou. Tu te rappelles, c'était le dernier no contest, c'était Rodolfo Bellato, là, avec ce truc dans l'œil, je crois. Il a failli lui décapsuler l'œil. Bon, il a perdu contre... Attention. Paul Craig, les défaites, oui, il y en a. Mais pour le moment, il faut rappeler juste qu'il bat Muniz en middle. Et les défaites, c'est Brendan Allen, Caio Borralho, Bonical. Je suis pas sûr que ce soit pas Paul Craig qui sorte vainqueur samedi soir. Donc, Paul Craig, ça reste quelqu'un de solide. C'est très solide. C'est un gatekeeper un peu du top 15, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, Paul Craig, c'est un gatekeeper du top 15. Il est grand. Comment dire, en middleweight, c'est un gros middleweight. C'est un grappleur d'exception. Est-ce que Modestas a les armes ? On va le voir. En fait, c'est très simple. Hein. On va voir le niveau réel d'un Modestas avec son 6-4. C'est plus un test pour Modestas. Tu n'apprendras pas grand-chose sur Paul Craig. Non, Paul Craig, il va faire du Paul Craig. Et là, on le dit, Benoît va faire du Benoît, ça n'a aucun sens. Mais là, voilà. Paul Craig, c'est quoi ? C'est un striking très engagé, une lutte quasiment pas défendue et qui aime travailler sur le dos. Si je dois résumer en quelques phrases, c'est ça, Paul Craig. Qui n'est pas du tout dérangé par l'idée de faire une bagarre, qui peut perdre ou gagner. Et je pense qu'au moment, quand tu as 9-9 à l'UFC, voilà, en fait, tu as compris que tu visais plus grand-chose. Il faut juste faire de l'entertainment pour garder ton contrat. Tant qu'il a envie de le faire, il doit rendre le combat spectaculaire. Et Modestas, il doit être capable de gérer ce grappling et de pas forcément garder le combat debout, mais en tout cas l'amener dans des zones où il est capable de faire des dégâts. Donc oui, c'est pas hyper hypant. On va se parler entre nous, c'est l'UFC Paris. L'ancien champion du Cage Warrior contre un Écossais qui a 9-9.
Tu vois? Bah, tu sais, ça rejoint ce que tu disais quand on commençait à parler de cette carte, quand on a eu l'officialisation de la date. C'est un UFC Europe qu'on a là. C'est ça. UFC Paris, mais c'est l'UFC Europe. Ce combat-là, comme celui d'avant d'ailleurs, Mason Jones, Bola Aoki, c'est des combats européens en fait. Donc, si vous voulez aller chercher des chips, allez-y à celui-là. Beaucoup plus que sur Rocky Jones. Ça, on va être bien d'accord. Après, il y en a un qui nous fait une rougeole et Virgil Hogan, il prend le short notice. On rajoute un peu de hype au truc, tu vois. Mais il est prêt. C'est marrant. On parle lundi là. Ce soir, t'apprendrais mais qu'un tu lui dis même jeudi soir, il y va. Il y va. Il est barjot, ce gosse. C'est un guerrier dans l'âme. Donc, évidemment, que tu lui dis jeudi soir, il prend son protège-dents et il y va. C'est évident. Bon, donc on leur souhaitera pas de mal, mais bon, s'ils prennent froid au détour d'une rue au détour d'une rue du 12e arrondissement de Paris, écoute, on est preneur pour le coup. On va plus s'intéresser à l'ouverture de la main card. Et je pense que c'était l'endroit parfait pour le placer en vrai. On avait dit ils auraient pu peut-être même le mettre en co-main event pour séparer les combats entre les Français et les nerds et permettre aux deux coachs de prendre un combat de repos entre les deux. Mais en ouverture de la main card, c'est top. Même, je vais te dire, même pour le public international qui arrivera pour beaucoup, tu vois, sur la main card. D'autant plus avec le décalage horaire, les États-Unis, ce sera plus tôt que d'habitude et tout. Donc, ils seront pas forcément là pour les prélims. L'ouverture de la main card, à l'heure où on parle, sauf s'il y a changement, donc ce sera Patricio Pitbull, Patricio Freire, l'ancien champion du Bellator, le plus grand nom de l'histoire du Bellator, le plus grand champion de l'histoire du Bellator. Numéro 11 chez les featherweight, chez les moins de 66 kilos, contre Monsieur Lozen Keita, le Black Panther, le belgeo-guinéen qui va faire ses débuts à l'UFC. Aldric, on en a déjà parlé de ce combat quand il a été annoncé la semaine dernière. Et alors, je vais être honnête, plus je l'analyse, plus j'ai peur pour Lozen. Pour Lozen? Ouais. Ok. Je reste sur de toute façon, on donnera nos paris à la fin, je pense quand même. Mais il y a plein de choses compliquées. Tu fais tes débuts, t'es forcément, je l'ai dit tout à l'heure, tu peux être Lozen Keita, avoir éteint tout le monde que tu veux à l'octogone, avoir pris les deux ceintures. L'UFC, c'est pas le même animal. Ouais, vas-y, développe, ça m'intéresse. En termes de pression. Je parle même pas, on va rentrer dans techniquement aussi où va aller le combat, qui est assez simple aussi d'ailleurs à résumer au final. C'est tout le truc de vivre ta première fight week. UFC, qui est un autre animal que les fight week de l'octagone. D'être sous cette pression, main card, les lumières, c'est l'ouverture du truc. Il y a Bruce Buffer qui va donner le truc. En face, c'est un mec très expérimenté qui peut utiliser, tu vois, son expérience et son vice du combat pour aller emmener le combat là où il veut. Je suis plus craintif que je l'étais il y a 10 jours. Pour Lozen. Okay. Ouais. C'est beaucoup le contexte qui me fait jouer là-dessus. Ouais. Mais attends, est-ce qu'il va pas le prendre dans la tête cette première à l'UFC? Moi, le seul chemin de victoire, mais vraiment le seul, c'est qu'il arrive à le takedown et qu'il fasse du jiu-jitsu. Donc toi, tu vois. Oui. Et j'ai au-delà du jiu-jitsu, du contrôle. Ouais. Tu le vois réussir à l'emmener au sol facilement. Je te dirais, tu vas voir, je vais donner mon pari. Mon pari va plutôt à Keita. Hein. Je vais, comme ça, je suis clair dès le début. Ouais. Mais je suis plus craintif qu'il y a 10 jours. Il y a 10 jours, je t'aurais dit, Lozen, il va arriver. C'est même le sens de l'histoire et il va te le chaoter rapidement et on va tous exploser dans la salle. Là, je dis, s'il y arrive, à nous pourrir un peu le combat comme ça et à te l'amener au sol, tu vois, à lutter rapidement. C'est 3 rounds, Aldric. Hein. Il suffit d'en prendre 2. Hein. Non, et dès que t'en as pris un, si tu prends le premier, t'es déjà sous pression. Ton analyse, elle me plaît parce qu'en fait, elle est intéressante dans le fait que l'octagone, on sait que c'est quand même loin des schémas habituels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de strikers et pas énormément de lutteurs. Et force est de constater que au final, si tu t'amuses à regarder un petit peu le Tapology ou le Sherdog de Keita, tu as ce match, cette décision qui finit en draw contre Malik Abdouragimov, le frère d'Abdoul, qui était à la UFC, mais avec un règlement un peu spécial. Et je crois que tout le combat s'était passé debout. Non, donc ça te donne pas beaucoup de renseignements. C'était pas très top, très fun comme combat. Tu as ce combat contre Bushinger qui lui est capable de mixer, mais qui n'a pas duré assez longtemps. Il l'a été en 180 secondes, tu vois. Alors, la vérité, c'est que pendant son run exceptionnel, où je rappelle, il se fait juste une fracture contre Matt Sanikidze qui le fait perdre le combat, mais déjà... sa défaite, c'est une blessure. Voilà. Le mec, je crois qu'il n'a jamais voulu le reprendre après. Il l'a fui comme la peste. Et en plus, sa seule défaite, c'est sur une blessure. Mais là où tu as quand même raison sur l'analyse, c'est que des gros... grappleurs de MMA, je te parle, des mecs capables de mixer la lutte et le sol, il en a affronté pas ou peu. Là, on se parle franchement, ça c'est vrai. Après... Tu vois le gap, quand même, entre respect à tout ce qu'il a fait à l'octagone. Le gap, il est énorme. Entre les mecs qu'il a affrontés là-bas et Patricio Pitbull. Après, moi, je pense qui vient de battre un Danny Gay, tu vois, qui est constant dans le top 15 depuis des années. Attends, là où tu m'intéresses,
c'est si tu finis cette phrase, qui vient de battre un Danige en mixant. Qui a un jeu complet, Pitbull. Il s'est mixé. Là, il a mixé. Il nous a pas fait du striking comme il essaie. Parce Non, qu'à un moment, t'as il y a raison. quelques années, tu vois, ça dépend aussi de comment il arrive. Moi, je 100%. pense vraiment que c'est son degré d'être humble ou pas. S'il arrive à vouloir striker, il va se faire éteindre. Mais vraiment. Ah, mais il est mort s'il strike. Éteint. Il est Mais mort. par contre, s'il arrive avec un vrai game plan de dire ok, je suis à l'UFC, mais je m'en fous, je pourris de fight. Est-ce qu'il a Moi, j'y crois pas. Parce que je pense que même physiquement, il y a un gros gap. C'est pas un gros 70, Pitbull, même s'il est monté. Ils se sont enflammés un peu au Bellator parce qu'on peut se parler franchement. Ils ont fait pas mal de trucs dans plusieurs KT parce qu'il n'y avait pas de niveau. Hein. De toute façon, il a les 2 ceintures qu'il prend, c'est en 61 et 66. Ouais, ouais, c'est ça. Ou 60. Ah, Ouais, non, c'est la 70. il est monté Non, à c'est la 70. 70 qui Il est prend. monté à excuse-moi. 70, pas 61. C'est la 61 qui rate Voilà. pour faire triple champ. Tu vois Ouais. Donc ce mec-là, il a pas le gap d'un 70 et Keita, il fait les deux. C'est un gros 66, Keita, tu vois. Il est costaud. Moi, je l'ai vu. Damien Lapillus, c'est un énorme 66. C'est pareil pour Keita. Il est costaud. Donc, il n'aura pas le gab. Moi, je le vois pas. Moi, à son âge, on aurait été il y a 3-4 ans, T'avais une autre analyse. j'aurais joué différemment. Il y a qu'un truc, et moi, je vais le dire clairement. Depuis qu'il a eu sa fracture, je le trouve un petit peu moins fit sur les appuis et sur ses kicks. Parce que moi, je le dis, Keita, même si on ne se connaît pas plus que ça, moi, je suis fan depuis Day One. Je me régale à regarder ce qu'il fait. Je crois qu'il avait pris Sofia Noudina, je crois. Je vérifie vite fait mes notes. Et que je l'ai connu à cette époque-là, bien avant Bushinger. Sofia Noudina. Voilà. Tu vois, moi, je l'ai connu à ce combat-là en 2019. Donc, c'est pas d'hier. Et par contre, je trouvais que quand il mixait avec les kicks, il était encore plus destructeur. Et si on fait le parallèle à sa défaite avec la fracture, il mixe moins. Il reste plus sur l'anglaise et je trouve que son jeu, du coup, est un petit peu moins complet qu'aujourd'hui. Et cette fracture, j'ai l'impression qu'elle a quand même laissé des séquelles. Ça laisse toujours des traces. Voilà, c'est ce que je pense sincèrement. Mais petite critique, mais c'est pas une critique, c'est un constat. C'est pas de sa faute s'il s'est fait cette grosse blessure. Bien sûr, on est d'accord. Mais malgré ça, je le vois très loin devant. En termes de gabarit, en termes de jeunesse, t'as l'impression qu'en plus, la pression, elle lui glisse sur la tête à lui. Puis tu sais, il a fait les choses différemment. Il a pris un peu l'argent avant. Je rappelle qu'il a gagné un tournoi à 1 million. Et pour ceux qui me demandaient, c'est pas 1 million pour tout le monde, parce que j'ai reçu ça en commentaire, mais c'est 1 million pour tous ceux qui participent. Non, c'est pour le vainqueur, les gars. Donc, je pense qu'il a une solidité aujourd'hui financière qui va lui permettre de glisser un peu sur cet événement, même si, t'as raison, l'entame, l'entrée, c'est chair de poule, et on a vu bien des Français que ça a impacté. Lui, Mais il est belge. T'as raison, la pression, il a l'air de glisser dessus. Ouais. Mais la pression, c'est Non, mais ça peut la pression, arriver. Aldric, c'est comme les low kicks ou les calf kicks. Ça tient jusqu'à ce que ça tienne plus. C'est ça. Et Mais t'as raison. t'es pas sûr qu'un jour Et elle te rattrape pas, en fait. Tu as raison, et surtout, c'est surtout des faits. Aujourd'hui, les champions de différentes orgas, ils se sont cassés les dents à l'UFC. J'y crois pas pour lui, mais tu as raison que c'est tout à fait possible. Regarde ce qui s'est passé, à part de Reader aujourd'hui et la 61 à Kayla Harrison, tous les autres mecs se sont éclatés en arrivant à l'UFC. Et Kayla Harrison dans une KT où il n'y a pas grand monde, on va Exactement. pas se mentir, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a peu de précédents, et la plupart des champions de différentes orgas, l'UFC se fait un plaisir de les humilier. Sur ce combat-là, moi, je pense pas que ça arrive. Non, mais je vais dire, de toute façon, mon pari, c'est Louzen par KO. Ouais. Donc je vais être clair. Keita KO. C'est un pari que tu partages. Ouais. On va donner les codes juste après. Mais ce côté pression, il est aussi dans un côté, il peut être l'envie de trop bien faire. L'envie, c'est ma première. Tout le monde me dit que je vais KOter ce mec-là. C'est Pitbull, je peux le KOter. Tu surengages, tu vois, dans le premier round, parce que t'es chaud comme ça, t'es bouillant, le public te porte. Mais les 15 000 vont l'enflammer. Ça existe très largement, et j'aime bien que tu aies pris ce chemin-là, que j'ai pas voulu prendre moi par rapport à l'âge. Moi, je trouve que Pitbull, il est. Ah, mais il est ultra favori. Et s'ils boxent ensemble, il va le détruire. C'est comme les galets qui sont usés par la mer à force d'aller et venir, tu vois. Je le trouve rincé, là. Ça, on sent le niçois, hein, les plages de gars. Ouais, je le trouve un peu usé quand même, Pitbull. Non, il y a 3-4 ans, j'y aurais cru avec toi. T'as raison, et je pense. Il surengage un peu sur le premier round. Ça peut arriver. L'autre le colle. Il lui fait, comme t'as dit, il s'est mixé Pitbull pour le coup. Mais surtout, sa victoire d'Igueux a montré qu'il n'hésitait pas à l'utiliser, tu vois. Comme il fait contre Igueux, il le contrôle, il met des coups, il prend le premier round. Bon, bah, t'es déjà à 1-0 et il reste que 2 rounds pour se rattraper. C'est des scénarios. Attention, c'est pas tout cuit. Compliqué. C'est pas tout cuit. Moi, je le vois prendre un peu l'avantage physiquement, user, puis au bout de 7 à 10 minutes, être capable de terminer ce combat. Après, oui, et il vient pour te faire mal. Louzen, il va bien. Je te dis, il faisait encore plus mal quand il avait ce mix avec les jambes, tu vois. Là, tu sens que ça kick un peu moins depuis cette blessure.
et que ça kick différemment. Mais ça reste encore très puissant. Hein. Non, il fait trop mal. Il fait trop mal. KO, je te dis, entre 7 et 10 minutes de combat, je vois un KO. Ah non, ok, je te suis. Et Keita a déjà prouvé qu'on pouvait l'amener au sol aussi. Donc c'est en Ouais, ça c'est ça. en ça que je Non, mais voyais t'as le raison. chemin. Je dis pas que ça va être hyper facile. Et Hein, un je vois. Pitbull, tu vois, qui joue sur son expérience, qui sait en fait Oui, aller oui. gagner un combat. Moche, tu sais, presque. Mais je vais gagner mon combat. Je vais gagner mes 2 rounds qui vont. Après, il a eu des super match-ups à Guy Sardari et tout sur son fin de run à l'Octogone, c'était fort, mais il n'y avait pas ce mix un peu à la brésilienne. Ou... Parce que ce jeu-là, c'est pas les Dagestanais qui l'ont inventé. Hein. Avant eux, dans les années 2000, 2005, 2010, n'en déplaise à Justine, notre régisseuse qui n'était pas née, c'était les Brésiliens qui avaient inventé cette façon de faire semblant de boxer et de t'amener au sol. Et c'est vrai que tous les mecs qui ont appris le MMA à cette époque, et Pitbull en fait partie, ils sont vraiment capables d'avoir un très gros mixte. Et ils ont des gros contrôles parce qu'ils sont black belt de jiu-jitsu. Et donc, va savoir, il pique un round hein, s'il faut. J'ai pas dit le contraire, moi. J'ai dit qu'après, physiquement, Il y a un moment où ça s'éteint. ouais, je pense que c'est plus le bon âge. Non, mais bon, voilà. On partage notre pari. On est d'accord? Keita par KO. Ouais. Ok. Donc, on donne les cotes pour le coup pour voir. Vas-y. Tu vas voir que les parieurs, enfin, les bookmakers nous suivent pour le coup, Aldric. Et je pense que la plupart du monde va suivre ce pari-là. C'est la logique vu les âges, les gabarits, comme tu dis. Keita par KO, 2,15. Je l'ai fait dans l'ordre une nouvelle fois. Ouais. Keita par décision, 3,35. Pitbull par décision, 6. Pitbull par soumission, 7,5. Pitbull par KO, 10. Keita par soumission, 20. Ok. Celui qui a la plus grande cote, c'est Keita par soumission, Ouais. ce qui est logique, pour le coup. Mais tu vois, Keita par KO, Keita par décision, c'est les deux plus hautes. Donc voilà, tout le monde est à peu près d'accord que c'est... Soit il le met KO, parce que c'est le sens du truc, vu sa puissance et vu son côté « je viens t'arracher la tête », soit même physiquement, il le domine en fait dans les échanges et il finit par remporter ce combat, tu vois, par décision, parce qu'il n'arrive pas à le mettre KO. Mais donc, le sens du truc veut Keita. Donc on suit. Et comme sur les 2 premiers, je te donne le combat va à son terme ou pas. Oui, 1,60. Non, 2. Donc c'est marrant ça, pour le coup. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Non, et il voit plutôt le combat aller à son terme. Ah ouais. Tu vois. Donc écoute, nous on voit tous les deux quand même un Non, KO moi, je vois pour ce KO, coup. Ouais. Et puis ça ouvrirait bien la carte, Aldric. Keita qui KO de Pitbull. Bon bah ta main card elle est lancée, tu vois. T'es parti là. C'est ça. Le public est très chaud avant tous les combats dont on vous a parlé juste avant. On passe en prélim, mais ce qui sera peut-être pas les prélims, puisqu'on se l'est dit. William Gomis contre Robert Ruchala. Ruchala, on rappelle, l'ancien champion intérimaire featherweight du KSW. Une seule défaite en carrière, c'était contre Saladin Parnasse, soccer kick au corps, pour ceux qui s'en souviennent. Il avait été après un combat qui avait dominé Salah. Hein. C'est pas juste un soccer kick, tu vois, qui passait par là. Très beau combat aussi, Aldric. Combat intéressant parce que Ruchala, faut pas dormir sur Ruchala. Alors, là, on a un match-up hyper intéressant parce que, et d'ailleurs, on le voit, il y a un. Je parle du Polonais en premier de Ruchala, mais forcément, ce qu'il fait a impacté sur William et on voit que il l'a senti, William. Déjà, on a un petit changement d'équipe. William, faut le dire, hein, parce que tu sais jamais comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il quitte officiellement, en tout cas, le MMA Factory. Il fait une partie de son camp conjointement à Benoît en Thaïlande et il finit avec Nico. Tu sais qu'il y a eu un changement d'équipe pour Ruchala aussi? Ouais. Il est parti à l'ATT. Ouais. J'y viens parce que ça aussi, c'est important. On a un Ruchala qui, pour moi, même s'il y a des cas au corps dans ces trucs, est inférieur en boxe à William. Et on l'a vu contre Saladin aussi. Je te suis. Mais pour moi, son plus gros danger, il n'est pas là. Il est sur sa capacité à lutter en avançant. On recontextualise. On a un William Gomis qui engage pas beaucoup et qui boxe en reculant. Et on a un Ruchala qui excelle dans le fait de lutter en avançant, qui est loin d'être mauvais sur ses timings, qui a un très bon ground and pound et d'excellents contrôles. Il a préparé son camp avec quelqu'un que connaissent bien aussi le KSW, c'est Mateusz Gamrot, à ITT comme tu l'as dit. Avec, alors oui, je reviens sur ce que disait quand on a fait le Jab Culture, pas Thomas juste avant, Julien mon copain Julien, faut que tu m'aides parce que je dors peu en ce Ouais. moment. Il a raison Julien, et Titi peut gâcher quelques grappleurs parce que il privilégie les positions, les espaces pour frapper et tout. Il a raison. Mais Ruchala, c'est son jeu ça. C'est son jeu de frapper au-dessus et c'est pas un mec qui va, même s'il a des finalisations hein, sur son topologie, il a des armbars, donc tu vois quand même qu'il est capable d'eux. Mais il y a, en tout cas, stylistiquement, c'est un mauvais match-up pour William. Je pense que Ruchala est meilleur que ce qu'il était contre Parnasse.
Je pense qu'il a encore on y vient à progressé. ça. Ruchala, Et, il a 27 ans. T'as raison, ça vient Il du grappe. progresse. Ça vient du grappe. Très fort dans les positions, dans le contrôle de la position. Très fort sur le grand end pound. Et surtout, il lutte en avançant. Pression Tu constante vois sur ce côté Ouais. j'avance. Ouais. Alors, Le match-up est très mauvais pour William, on se parle faut jamais franchement. parier Non, mais contre William, mais le il match-up faut est pas bon. Jamais Ouais. parier contre lui, t'as raison. rappelons ce qu'il a fait à Brito la dernière, C'est quand ça. le monde entier voyait Brito C'est ça. Donc, William, l'éclater, pour c'est parler français. le mec sur qui il faut jamais parier. Je vous donne un conseil, ne pariez jamais pour ou contre William Gomis. Mais sur le match-up, il est intriguant. Parce que, en plus, c'est pareil. Oui, il a perdu contre Saladin. Mais c'est des mecs de 27 ans qui sont capables de faire d'énormes progrès. Et on a un changement d'équipe pour les deux qui est un peu plus loin pour Ruchala. Ruchala, ça fait un petit moment qu'il a fait tout le camp comme ça, lui. Alors, ça, t'as peut-être l'info, j'en sais rien. Je l'ai pas l'info, moi, mais William, on l'a annoncé très tard, ce changement d'équipe. Est-ce que ça faisait déjà quelques temps qu'il était chez Nico et qu'on ne nous l'a pas dit? Moi, je le suis sur les réseaux et ça faisait un petit moment. En fait, il postait plus rien jusqu'à ce qu'il parte en Thaïlande. Ok. Quand je dis plus rien, au niveau boulot, je parle. Hein, Donc ça se trouve, avant, il était possible. déjà, en fait, parce que... Possible que ce soit joué Moi, je me comme suis dit, ça. putain, c'est tard. Après, il a quand même des gens autour de lui et même son entourage familial, c'est des gens du MMA, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça peut jouer. Ça peut jouer dans la préparation d'un combat. Et là, stylistiquement, il doit se renouveler un petit peu, puisque je t'ai fait une petite note, je te la lis en 2 secondes, juste le temps de la trouver. Pour moi, Ruchala, c'est le même adversaire que Marshall, en un peu plus fort. Voilà. Ruchala, c'est un Francis Marshall un petit peu upgradé, avec une meilleure boxe, capable d'avancer mieux que Marshall, parce qu'on se rappelle que Marshall, il avait un peu masterclass sur son striking, et pour couper cette lutte, il le touchait fort. Voilà, là, on a un peu la même chose. On a un Marshall meilleur debout, un peu plus rapide sur la vitesse, peut-être moins bon en lutte libre, mais on s'en fout, c'est pas de la lutte libre qu'on fait, c'est du MMA. Donc le match-up, il est pas bon pour William, mais c'est encore plus intéressant parce que on voit qu'il est allé en Thaïlande peut-être pour peaufiner son clinch et travailler encore d'autres choses, peut-être le genou aussi en reculant. Pareil, Nico, il sait lire. Et il sait lire le combat, hein. Il sait pas lire les livres. Et je pense qu'il a vu ce danger et vu qu'il faudrait modifier certaines choses dans ce combat. Mais stylistiquement, le départ est pas bon. Maintenant, j'ai envie de voir. Ouais. J'ai envie de voir. Non, t'as raison. Puis tu peux être utilisation de ses genoux, voilà, aussi faire payer en fait à Ruchala cette pression constante et la façon dont il est en avançant. Et William, on le sait, l'exemple que je disais tout à l'heure, Brito, il adore ça. Non, mais alors, il adore d'être dans des situations où il peut montrer qu'il va contrer. Moi, je suis supporter numéro 1 de William et je l'apprécie beaucoup. Mais des fois, il va trop loin dans l'envie de montrer. Je rappelle, contre Jarno Herrens, qui est inconnu et qui est reparti de l'UFC, on prend un triangle. Et des fois, il va un peu trop loin dans l'accomplissement. Une erreur comme il a fait contre Jarno Herrens, ou c'est contre Marshall aussi, qui finit avec un bras tête, je crois, à la fin. Face à Ruchala, tu veux dire, ça pardonne pas. Là, ça pardonnera pas. Ouais, je sais. Là, ça pardonnera pas. Mais il est aussi capable, pendant 3 rounds, d'empêcher Ruchala d'exprimer l'ensemble de son potentiel de lutte offensive. Est-ce que c'est être chauvin? Le toucher, se déplacer. Là, c'est moi qui vais te poser une question. Un mec qui débute à l'UFC, certes qui a 11-1 avec uniquement une défaite contre un des meilleurs au monde, Saladin Parnasse. Est-ce que c'est s'enflammer contre un mec qui va faire son combattième à l'UFC, qui va faire son 6e combat à l'UFC, de dire bon, ok, je vois Gomis à la décision. Et c'est pas s'enflammer, tu vas me donner les paris, mais je pense quand même que. Je les ai pas sur ceux-là. On les a pas sur les prélims. Ok, autant pour moi. On regardera les cotes et mettez-nous en commentaire s'il y a des cotes sur les sites internationaux. Un mec qui a 4-1 à l'UFC, avec une défaite relativement serrée quand même contre Haider Hamil, c'est une split. Je rappelle quand même, le gars, il a une défaite à l'UFC en split. Il va faire son 6e combat contre un mec qui débute. Moi, je vois William un combat difficile où toute erreur va être sanctionnée au triple ou au quadruple. Je pense que William peut s'imposer la décision. Mais tu as raison, il y a ce côté d'expérience aussi. William, 6e combat à l'UFC, un débutant qui arrive. C'est ça qui me fait dire ça. Maintenant, c'est vrai que stylistiquement, il n'est pas bon le fight. Je disais, tu sais, le gap, que je disais tout à l'heure, des fois, tu as un gap de niveau quand tu arrives à l'UFC. Pour le coup, Ruchala, je pense qu'on l'a déjà vu contre un mec de niveau UFC qui s'appelle Saladin Parnasse et qu'il a battu. Pour moi, Saladin Parnasse, je te l'ai déjà dit dans l'émission, c'est pas top 15. Non, voilà. C'est très, 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 très fort. On est d'accord. On est d'accord ensemble. Mais oui, il peut y avoir. T'affrontes un mec qui a beaucoup d'expérience, qui chez lui, je le rappelle, c'est
le seul qui a 3 victoires en 3 éditions de l'UFC Paris, William Gomis. Non, mais attends, là, dire l'inverse, c'est pas être chauvin. Il est chez lui. Statistiquement, c'est un mec qui a 5 combats à l'UFC, 4 victoires, une split décision. Tu l'enterres pas contre un newcomer. Et en plus, qu'il y a eu un run, un bon run au KSW, mais pas non plus exceptionnel. Il n'est pas double champ comme un Gamrot ou comme un Saladin. Non, il a été champion intérimaire. C'est ça. Calmons-nous. Combat difficile, mauvais match-up pour lui, William, mais moi je le vois gagner à la décision. Ouais, puis il y a ce chemin et il sait le faire. Genre de round à 1. Je pense qu'il est capable de. Il est capable, Boucha, d'aller piquer un round à William. Hein. Vraiment. Bien sûr. Mais annihiler cette lutte offensive avec sa capacité à bien striker, à se déplacer comme il faut, William, je le vois largement être capable de le faire. Et puis là, c'est des stats, les gars. C'est pas être franco-français ni être chauvin. C'est des stats. Mec, regardez ce qu'il a fait à Brito, regardez ce qu'il a fait avant. On peut pas dire qu'il va perdre contre Ruchala, c'est pas vrai. Mais je dis attention, danger. Et surtout, stylistiquement, c'est pas un bon. Tu sais, t'as des bons match-up. Le matchmaker, il t'appelle, tu regardes le match. Ah ouais, ça, on aime bien. Contre tel combattant, on s'en sort toujours bien. Et là, non. C'est un boucan. Mais je pense qu'il peut relever ce challenge. Et il nous en reste 2 à analyser, Aldric. Les 2 combats des 2 derniers Français dont on n'a pas encore parlé. Je te garde le meilleur pour la fin, enfin le tien pour la fin. Quand je dis le meilleur, c'est pour toi, pour ton analyse à toi. Oumar Sy contre Branson Ribeiro d'abord. Oumar, on rappelle, qui sort d'une défaite contre Alonso Menifield. C'était le test pour rentrer dans le top 15 chez les moins de 93 kilos. Malheureusement, première défaite en carrière pour Oumar, qui revient donc contre le Brésilien. Brésilien solide. Mais moi, je te l'ai dit, quand on a fait notre classement la semaine dernière des combats qui me hype, ou non à l'UFC Paris, je vois Oumar au-dessus de Branson Ribeiro. Et j'ai envie qu'il nous régale, Oumar, qui se relance avec un beau verre devant le public parisien. Ouais, en fait, ce qui est important, c'est de voir de quelle façon il vient de perdre son 0. J'ai pas l'impression qu'il était attaché plus que ça. C'est un mec très philosophe et posé, Oumar. Quand tu parles avec lui, il relativise beaucoup de choses. Il est bien entouré. Et franchement, je pense que cette perte du haut, elle n'est pas du tout... Au contraire, ça va lui permettre de travailler. Il a eu un vrai camp. Il n'a pas eu cette fois-ci de blessure au milieu, tout ça. Je pense que pour préparer un Brésilien et Titi, c'est pas mal. Pas mal du tout même. J'ai toujours un peu la trouille, moi, parce que... Des espions, en fait. Etiti, c'est vraiment un club où tu entends plus parler portugais que anglais, à part l'équipe de Mike Brown, tu vois, où il n'y en a pas beaucoup, mais tout ce qui est Paparumpa, tout ça, c'est des Brésiliens. Donc, j'ai toujours un petit truc, moi, mais ça, c'est moi qui psychote, tu vois, j'interdis l'accès de ma salle des fois le matin parce que je connais pas, X raison, mais ouais, j'ai cette petite inquiétude-là quand même, mais globalement, il a un adversaire qui est fort au sol, cette fois-ci. C'est solide, c'est assez complet. Tu vois, c'est marrant, ça Branson Ribeiro, si tu regardes toute sa fiche, il y a 9 KO, 7 soumissions. Ouais. Il est pas mal au sol, tu vois, il a du grand and pound. Il a 11 finishes au premier round. Il a des Kimura. Il est sur un run quand même de 2-3 au UFC, calmons-nous. Oui, on est d'accord. Mais... il est passé par les Dana White, Contender Series. Ouais, c'est ça. Pas suivi. Mais tu vois, c'est le genre de profil qui a un peu de jeu partout, comme tu disais, un peu de grand and pound, un peu de base, tu vois, debout, parce qu'il met aussi des KO. Ça frappe fort parce que c'est les moins de 93, donc de toute façon, quand ça touche, tu vois, chez ces mecs-là. Mais tiens, un peu moyen partout. C'est ça que je vois. Avec du gap quand même. On a un mec d'1m91 en face. Un beau bébé. Qui est athlétique quand même. Grand and pound, il a mis des sous. Non, je te dis, mais tu vois, ce jeu un peu moyen partout. Donc, un Oumar, par exemple, sur les qualités au sol et tout, je le vois supérieur à un Ribeiro. Oumar qui arrive, qui prend un peu confiance, qui touche et qui s'occupe de sa lutte derrière, il peut gagner ce combat. Même avant la limite, il peut fatiguer Ribeiro parce que Ribeiro est fort au sol. Mais je pense que si Oumar le met sur les fesses, il peut capitaliser, tu vois. Donc, ou cruiser vers une décision un peu tranquille, tu vois. Sur le papier, Oumar est au-dessus. Maintenant, voilà, il a gardé cette accroche à Etiti. La perte du 0, ça va nous donner des informations sur le prochain Oumar. Moi, je pense qu'on a vu un Oumar un peu stressé contre Alonso Menifield et que ça lui aura fait du bien. En tout cas, il va arriver avec plus de maturité et il va avoir à cœur, en tout cas, devant le public français, de plus montrer. Si on prend une clim, on la prend pas là. Voilà, c'est mon avis. Décision ou finish au 3e, tu vois, après avoir usé. Mais si on doit prendre une clim, je la vois pas contre Ribeiro. Et je pense que ton argument il a perdu son 0 et finalement, lui, ça va lui faire du bien. Je te suis assez là-dessus parce que je sais, pour en avoir discuté avec lui l'an dernier, par exemple, il aimait pas. On avait un storytelling, RMC avait mis un storytelling à un moment, le nouveau Cyril Gane sur Oumar Sy. Et on était aussi en mode le phénomène des moins de 93 qui va arriver, rentrer dans le top 15 et tu vois, qui finalement est à quelques combats d'un title shot parce que c'est un phénomène absolu. Et tu vois, il aimait pas trop ça. Et je le comprenais, en fait. Tu pouvais comprendre son côté, vous me mettez une pression, tu vois, que moi, je veux faire mon truc.
grandir dans mon sport et arrêter de me dire il faut absolument que tu sois dans les top et dans 3-4 combats parce que c'est ça que tu dois faire. Et je pense que ça va lui faire du bien d'être en mode c'est bon. Moi, je fais mon truc de mon côté. Tu vois, j'ai perdu mon 0. Ce test top 15, pour l'instant, je l'ai raté, mais je vais y revenir. Et ça va pas le libérer. Il a assez de détachement. Tu vois, t'en as parlé. On le connaît un peu, Oumar. Donc, il a assez de détachement pour. Ça va pas le libérer total. Mais c'est pas plus mal, je pense, qu'il ait plus 0. Et qu'il ait pas ce truc de pression que tu vois, que tout le monde lui dise c'est toi la nouvelle star. Il a besoin de se construire un petit peu. Et même là, d'être en prélim, donc sur le papier, avec un peu moins de pression, un peu moins d'engagement médiatique, tout ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose sur ce shot. Je te suis là-dessus. Il en reste un pour les Français, Aldric Cassata. C'était pas prévu il y a 2 semaines celui-là, mais il nous est tombé sur le coin du museau et on est très content et très heureux, on le répète. Et on essaiera cette semaine à Paris pour le coup de lui parler un peu à Axel quand même, Axel Sola, donc qui fait ses débuts à l'UFC contre monsieur Rhys McKee, pour ceux qui ont suivi la carrière de Ramzat Chimaev. Ça vous rappellera peut-être un combat à l'été 2020. Il avait affronté Ramzat à l'époque. Bon voilà, je me mets dans des chaussons et je laisse le coach parler, puisque là, c'est plus de l'analyse que tu fais. Tu vas pas tout dévoiler, tu peux pas donner ton game plan. Mais le match-up te paraît abordable? Écoute, on a pris ce combat, c'est qu'on sait qu'on peut le gagner. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est tellement difficile de rentrer à l'UFC que... Il me faisait rire, Axel. Il me disait, même contre Islam, je prends un short notice, tu vois, parce qu'il voulait vraiment y aller. Et comme je disais avec Thomas dans le Jab Culture, c'était le moment. Ouais. Donc déjà, tu sais, t'arrives, tu sais, à un moment quand l'athlète... C'est bizarre, hein, parce que Manon, c'était exactement la même chose. J'avais insisté pour qu'elle fasse la ceinture du UA Warrior. Et c'était le dernier combat que je pouvais faire avant que ça signe, parce que tu sens après que l'athlète, c'est pas qu'il est plus concerné, c'est qu'arrivé à un moment... Il tourne en rond. Ouais, et puis il a envie, ils en rêvent, tu vois, ils ont le bon âge. Et voilà. Axel, c'est le plus grand nombre de défenses, je crois, de l'histoire de la RES dans une KT. Manon, c'était ceinture à l'UFC, ceinture à l'UA Warrior. Ouais, c'est ça. C'était, tu vois, au niveau de la temporalité, les deux, c'était le bon moment. Et là, ça arrive au bon moment. On sait que des fois, les short notice, tu les payes très cher à l'UFC. Là, on a un short notice qui, sur le papier, en tout cas, il y a des chemins de victoire. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est quand même un garçon d'1m88 qui a été champion aussi du Cage Warrior. Tu vois, il y a une grosse présence du Cage Warrior et de Graham Boylan sur cette carte française. Mais il y a des chemins de victoire. Rhys, il aura la pression aussi, puisque je rappelle qu'il est sur un run de 1-4 au UFC et qu'il a pris sa victoire contre un newcomer, un mec qu'ils avaient signé pour lui par rapport à un changement. Non, c'était un mec du Dana White Contender Series, je crois. Mais peu importe, il a gagné un mec qui venait d'arriver au UFC à son dernier combat. Donc il y a ce sentiment, on n'en a pas parlé, mais il y en a quelques-uns sur la carte qui peuvent être relays. En fait, tu as des mecs qui peuvent faire leur dernière soirée à l'UFC samedi prochain. Donc ça, quand tu as un 4, ça te comptera nouveau ou pas. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'interview de Kevin Jousset que Kevin a été release sur son premier combat de son 2e contrat. Donc même si vous avez lu ouais mais il vient de signer un contrat, ça on s'en fiche. Tu fais 1-5 à l'UFC, tu as 90%. Même si ton manager c'est Graham Bolan et qu'il est très très influent dans le milieu et qu'on n'en parle pas assez de lui, il est vraiment influent. C'est un des rares qui arrive à signer les mecs en avance. C'est rare aujourd'hui. Il faut avoir la confiance des matchmakers de l'UFC pour signer des mecs en dehors d'un short notice ou en tout cas d'un combat qui va arriver. Et il l'a fait là pour son champion des 66 dernièrement. Il l'avait fait encore avant avec celui qui va combattre au Brésil, Shamrock. Non, il est très fort et très influent aujourd'hui au niveau de ses rapports avec l'UFC. Et du coup, voilà, on le paye pas trop cher ce short notice. Des petites questions qui vont rassurer aussi les gens qui ça fait que quelques jours qu'on connaît le combat. Axel, il était prêt, on est d'accord. Ah oui. Il se préparait au cas où il y a un short notice. On se préparait pour aller chercher un 70 éventuellement. Donc là, c'est bien, on n'a pas le cut. Je vous rappelle que les gars, les poids des gars, c'est les poids le jour de la pesée. Axel, c'est un garçon qui... Et je pense, pour rassurer encore plus les supporters d'Axel, déjà... C'était une petite brûlure, là. Il n'y a pas de staphylo chez Axel Sola. T'as vu les commentaires sur notre vidéo. Envoyé 12 messages, mais je le prends bien, c'est bienveillant. Tu vois, est-ce que Axel... Non, Axel va très bien. Il était avec moi ce matin, il part demain pour sa Fight Week et je le rejoins mercredi et tout va bien. Il est en pleine forme. Et puis, elle a été vue 100 000 fois, cette vidéo, de la première réaction d'Axel qu'on a fait pour Jab Live. C'est un ancien 70. Donc oui, il fait 1m88, mais je pense que c'est pas... un garçon qui remonte comme Sean Brady par exemple ou d'autres à 89 kilos le jour du combat. Je pense que c'est un garçon qui doit faire plutôt dans les 84 kilos, 85. Axel fera à peu près le même poids le jour du combat. Donc il y a un chemin de victoire. C'est un short notice, on prend et on est content de le prendre. Et moi je pense que Axel va montrer
ceux qui l'attendent depuis... Ça fait déjà 1 an qu'on en parle, hein, parce que, rappelez-vous, il y a eu l'Arabie Saoudite, il y a eu l'Angleterre. L'Arabie Saoudite, c'est nous qui avons dit non. L'Angleterre, on était sur ces 3 combats où il y avait déjà Caillou, enfin l'adversaire de Fares, qui était présent. Il y avait Gouram, il y avait un ensemble de lightweight, dont Duncan aussi, qui était sur la carte, où on pouvait peut-être faire quelque chose, on n'y était pas. Donc voilà, ça faisait plusieurs fois qu'il y avait le nom d'Axel. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, maintenant, c'est à lui. Moi, je sais qu'il est prêt. On a travaillé. Merci à Nikita Leshukov. Merci à Kevin Jousset, et bien sûr Virgile qui est toujours là, et à Jérôme qui a bossé avec moi sur le game plan. Maintenant, il n'y a plus qu'à samedi. Il faut faire une bonne fight week, prendre l'énergie de ce public français et briller samedi soir dans la cage. Je pense où il passera en 3e peut-être combat de la prélim, quelque chose comme ça. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a vu. Tu parlais d'Arabie Saoudite, tu parlais d'Angleterre. Je te rajouterais Montréal. Je sais que c'était compliqué parce que c'était Benoît, mais que si ça avait été Benoît qui avait sauté et pas Joël Alvarez, on était tous à Montréal et Axel était à Montréal, il aurait sauté dessus en disant je suis là si vous voulez. Mais je sais Axel, pas si l'UFC l'aurait pris. Axel, il prend n'importe qui. D'ailleurs, il aurait pris Benoît. Oui, je sais qu'il aurait pris Benoît. C'est moi qui avais un problème avec ça parce que c'est dans ce sens-là que je te le disais. Ouais. Je les apprécie beaucoup avec sa petite famille, mais Benoît, Axel, il va sur n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, il n'y a aucun calcul de la part d'Axel. C'est un Viking et il va sur n'importe quoi. C'est son rêve l'UFC et je pense que c'est pour ça que je pense que le match-up est intéressant malgré tout parce qu'Axel, il aurait pris le champion de la KT pour y aller. Il a dit chez les Nocens aussi, j'y serais allé gratuitement. J'ai même pas regardé le contrat. Non. Et c'est vrai que quand tu lui as amené le contrat, parce qu'on a tiré. Ouais. Bon, après, il a confiance en moi aussi. Bien sûr, bien entendu. On rappelle au niveau historique que je le connais depuis qu'il a 15 ans, quand même, tu vois. Bien entendu, donc, mais je peux. Visuellement, je l'ai vu. Il a signé les trucs, mais il a pas lu toutes les petites lignes ou quoi. Je pense qu'il les a lus le soir. On le connaît. Non, il les a pas lu du tout. Ah bon, voilà. Je te garantis, il a rien lu du tout. Il m'a dit c'est bon, tu gères. Ah très bien. Tu vois, c'était fait. En tout cas, oui, ce petit truc que tu rappelais, mais qui est important, c'est que Rismaki, c'est un ancien 70. Axel, il a combattu à la KT au-dessus au Brave. Enfin, c'était une KT intermédiaire. Il combattait à 74. Il fait 77. Il a fait 77. C'était 77, mais il a eu aussi des combats à 74, je crois. Non, on en a fait un pour essayer. Ok. Et donc, c'est pas un mec qui est un petit lightweight et qui va prendre un mec qui est de la KT d'au-dessus, tu vois. Ouais. C'est beaucoup plus équilibré qu'on pense là-dessus. Et tu me réponds ce que tu veux là-dessus, mais si je dis quand même que il y a plus un boulevard s'il le travaille au sol, que c'est plus dangereux debout. Non, il y a un chemin de victoire sur la lutte, c'est évident. Maintenant, Axel, on a vu qu'il est engagé, il est à 100%. On fait des game plans, bien sûr, mais Axel a montré que chaque combat est un entertainment, est un spectacle. Il veut y aller pour finir. Il a beaucoup évolué là-dessus. Il a dans sa compréhension du MMA. Alors bien sûr il est loin d'être à son niveau final. Je vois mes mecs tous les matins. Moi-même, je regarde. J'ai la chance en tant qu'entraîneur d'assister à des sparring avec Kevin, avec Nikita, et je m'aperçois que ils progressent tous. Mais même pas de mois en mois, de semaine en semaine. Donc on peut encore aller beaucoup plus loin dans sa compréhension de ce sport et dans sa performance de ce sport, mais il est très prêt. Et même debout, je pense qu'avec son pied-point, il a vraiment des choses à faire valoir. Pas du tout impossible, mais plus dangereux debout. Maki, notamment, contre Angelouza, il prend quand même la défense de lutte, tu vois qu'elle est pas top. Bon, je compare pas Chimaev et Axel Sola, mais il se fait contrôler par Chimaev. Axel, il a toujours mixé. C'est le MMA complexe. C'est un MMA moderne. Et évidemment qu'il y aura du mix samedi soir, mais je te dis, debout, ça peut passer aussi. Je pense qu'il n'y a pas un écart énorme non plus. Et toi, pour finir là-dessus, mais je sais que tu es fier de toute façon d'avoir un deuxième du club qui est à l'UFC, mais tu l'as dit, 15 ans. C'est pas comme d'autres qui sont arrivés un peu plus tard aussi. Il y a un truc particulier quand même d'avoir Axel là-bas. Il y a juste une école de vie, en fait, pour montrer aux autres. Moi Axel, son oncle, c'est un ami intime. On se connaît depuis des années. Il a été mon entraîneur adjoint en équipe de France de MMA amateur, Daniel, et je le salue. Mais il y a... Voilà, on se l'est dit depuis le départ, en fait. Que depuis son championnat du monde où il démarre, où il est encore junior et ça n'existe même pas, et il fait split contre Benjamin Bennett, il est vice-champion du monde, on visait l'UFC comme Manon. Et c'est une grande fierté, mais j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus parce que c'est pas fini. Nous, ce qu'on veut, c'est, je veux dire, aujourd'hui, il y a des noms au club qui doivent aller à l'UFC, qui vont aller à l'UFC, qui n'iront nulle part ailleurs, parce que je pense, et je suis moi intimement persuadé qu'ils ont un chemin de performance à l'UFC. C'est une étape pour toi, de toute façon. Moi, je pense qu'il peut faire une vraie carrière à l'UFC et performer, comme Virgile peut faire une vraie carrière à l'UFC, comme bien d'autres. C'est pas une finalité, t'as raison, c'est qu'une étape. Et t'en parlais là un petit peu quand t'en as parlé il y a 2 minutes. Je me souviens que t'avais dit ça chez Fight Minds à l'époque, que dans ses derniers combats Ares,
il cherchait quand même à impressionner l'UFC, Axel, à faire du spectacle, parce que tu savais que ça faisait partie des critères pour rentrer. Clairement. On va voir un Axel différent là-dessus. Maintenant que tu as signé à l'UFC, on est plus dans la recherche de la victoire pour la victoire plutôt que de briller. Non, parce que en fait, je pense que dans ce job, il faut jamais pas. Tous les mecs qui se font un peu rattraper par le résultat et enlèvent le spectacle, ils n'ont pas bien fini, ils n'ont pas bien duré. Parce qu'après, en fait, ça t'obsède. Donc, je pense qu'il faut quand même toujours... C'est pas grave si ça te coûte un combat. Les runs parfaits, faut oublier à l'UFC. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que tu donnes dans la cage qui te récompense. Et il faut essayer d'être un peu moins calculateur qu'un jeu d'échecs. Après, il y a aussi, j'ai envie de te dire, des chemins de victoire. Si moi, avec mon équipe, on identifie aucun chemin de victoire conséquent et qu'il faut marcher sur la ligne blanche tout le long du combat, ben on le fera. Parce que là, si on nous propose un jour un match-up à l'UFC, comme je l'ai dit, c'est très difficile d'éviter quelqu'un. Il faut être une grande star. Donc quand on te propose un nom, tu dois le prendre. Et peut-être qu'arrivera un match-up très compliqué. Auquel là, il faudra verrouiller et faire un peu plus tendu et technico-tactique que d'habitude. Mais là, avec son énergie, avec sa motivation à Axel, on peut ouvrir les vannes. Et bien sûr qu'on travaille intelligemment et que c'est le résultat qui compte. Mais non, il peut faire du spectacle. Il va faire du spectacle samedi soir. Donc, plein de force à Axel et à tous nos Français dont on vous a parlé. Puis on espère, je vous l'ai dit, mais quand on sera à Paris, vous faire une petite émission avec Axel pour parler de tout ça et aussi ce long parcours qui a mené entre le moment où il pousse ta porte à 15 ans et le moment où maintenant il sera à l'UFC 12 ans après, donc quelque chose comme ça. Ouais, puis surtout, c'est le parcours. Bah oui, c'est le parcours qui m'intéresse, je te l'ai dit. Ouais. En France, il n'y avait même pas trop de circuits amateurs à cette époque. Je rappelle qu'Axel, il a 30 combats amateurs, mais il n'a pas 30 MMA League, il a que des IMAF. Et avant ça, on avait fait du Pankido, des choses un peu hybrides, il a fait du Muay Thai. Et après, c'est vraiment je pense que là-dessus, c'est vraiment le parcours parfait. C'est la première génération IMAF, avec Manon. Le Brave qui le récompense et qui le paye un peu mieux que les autres orgas derrière. Ce transfert en France avec Fernand Lopez, qui a beaucoup travaillé avec moi là-dessus pour lui donner une visibilité. Et cette brillante carrière à Arès. Et puis pareil, Arès, c'est exceptionnel. Toute l'équipe d'Arès a envoyé des messages pour féliciter. Vraiment, je les remercie. On a été très soutenus de la part de Arès et Guillaume Pelletier aussi qui m'a fait... Comme je l'ai dit, tu vois, tu as la passe décisive qui te permet de faire une belle frappe et de marquer. Tu as la passe décisive où tu as juste à pousser le ballon au fond des filets. Là, il s'agit de celle-là et encore merci Guillaume. Il n'y avait plus qu'à pousser. Il n'y avait plus qu'à pousser le ballon. Ouais, et il nous aura laissé les souvenirs à Arès, contre Daguerre, contre d'autres. Enfin voilà, c'était une grosse étape de sa carrière et maintenant on entame la suivante, donc on en parlera avec lui cette semaine depuis Paris, c'est clair. On finit en quelques minutes avec quelques petites news UFC sur lesquelles je voulais que tu rebondisses. Il y a eu les annonces cette semaine, UFC 322, 15 novembre, Madison Square Garden, le rendez-vous annuel depuis 2016 à New York, dans la salle la plus célèbre du monde. On va pas se mentir, le Madison Square Garden. On l'attendait, Jack Della Maddalena, Islam Makhachev pour le titre des poids welter. C'était attendu, ça va être cool comme match-up. C'est cool, et surtout après ce qu'a fait Jack contre Belal. C'est-à-dire que, oui, je pense que quand Belal a préparé son combat dans l'équipe du Daghestan et de Islam et de Khabib, je pense qu'il s'est fait rouler dessus par Islam, très sincèrement. Mais Jack nous a montré une anti-lutte exceptionnelle, qui a démarré dès les déplacements et le dirty boxing. C'est un gros 77, pour ceux qui ne l'ont pas croisé. Il est costaud, il est vraiment costaud. Belal, qui est quand même très massif aussi, qui fait partie des plus gros welter, c'était quasiment le même gab. Ils étaient sous nos yeux à Montréal, tu l'as vu comme moi. Donc ouais, c'est un match-up compliqué. Mais pour moi, Islam, c'est autre chose que Belal. Oui, c'est plus fort. Je le mets dans les mecs... C'est même pas élite, c'est au-dessus, tu vois, c'est top élite. Le match-up est fabuleux. Ouais. Le match-up est fabuleux. Et il y en a un, parenthèse, qui vient de mettre 2 buggy choke à Chael Sonnen en quelques minutes la nuit dernière. Monsieur Craig Jones, qui va se faire, comme avec Volkanovski et comme avec... contre Belal, un malin plaisir de bien conseiller Jack Della Maddalena pour comment contrer Islam Makhachev. Lui, il est absolument... Moi, je vois ce qu'il fait, ce buggy choke. Bon, on n'est pas tous égaux avec la souplesse. Non. Et ça, c'est des techniques. Il faut avoir des genoux en chewing-gum. C'est un malade. Tu vois, Sonnen a 48 ans, mais c'est un malade. Non, mais il faut être Luffy dans One Piece pour faire ce genre de technique. Ouais. Tu vois, il faut être en élastique. Mais c'est la façon dont il le set-up. C'est exceptionnel. Ouais, non, c'est exceptionnel. Et je te dis, il sera une nouvelle fois un cerveau dans ce combat ce soir. Il peut, parce que Jack, debout, tu peux le battre. Mais il est dangereux. Il peut t'éteindre à n'importe quel enchaînement. Du coup, effectivement, la sécurité, c'est peut-être de l'amener au sol. Mais si vraiment il y a la même efficience dans le travail que ça a été avec Volka 1, avec un mec qui a vraiment le gabarit. Parce que là, par contre, tu croises les deux. Oui, on est d'accord. Quand tu te rends compte de ce que Volka était capable de faire. Oui, c'est une dinguerie. Et si tu croises Volka et Della Maddalena, tu te rends compte du gab. Il est énorme à côté. Donc, franchement, beaucoup d'interrogations encore dans ce combat. Moi, je veux voir.
Moi, je veux voir absolument. En tout cas, après nos mois de septembre et d'octobre très animés, on aura le temps d'en parler début novembre avant ce J'ai rendez-vous. toujours envie du parce Madison Square qu'ils Garden. sont lourds, mes mois aussi. Là. Et le co-main event, Valentina Shevchenko qui remet sa ceinture en jeu des flyweight contre Weili Zhang qui monte donc de catégorie, l'ancienne championne des Stro. C'est un super fight. Je l'ai dit, moi je l'ai tweeté après l'annonce. On aurait tous préféré que ce soit Manon qui redéfende contre Valentina qui défende sa ceinture qu'elle aurait gagné, mais c'est le jeu. Entre ça et Harrison Nunes qui est dans les tuyaux, le MMA féminin, il a 2 super fights dans les mois à venir. Parce que c'est un super fight, alors, ça. Le fan de MMA que je suis est content de le voir. Je te cache pas que si Valentina pouvait gagner facilement, un combat c'est jamais facile, mais de façon plutôt sereine, ça m'arrangerait. Ouais. On va pas faire de plan sur la comète, on n'est pas là pour ça. L'objectif, c'est que je sois dans le coin de Kevin Jousset le 26 à Nantes et que je parte pour le Canada pour finir le camp avec Manon derrière. Et essayer de renouer avec la victoire. Mais on a bien compris que s'il y a ce combat, il n'y aura pas de chance pour Natalia Silva. Ça veut dire que je vais pas dire Manon, je vais dire la gagnante de Jasmine Manon, elle aura la temporalité, puisque je pense que Silva sera backup du fight Au Garden. au Garden. D'aller chercher Silva. Je rappelle, tu vas le dire après, que Blankfield va essayer de venger sa défaite passée, puisqu'était ça avant Manon, elle avait qu'une seule défaite, Blankfield, et qu'elle va essayer de venger. Je te laisserai l'annoncer après. Sur le même événement. Donc du coup, elle s'est grillée. Il y aura peut-être pas de backup. Hein. Le backup, c'est peut-être Blanchfield ou Cortez. Hein. Ouais, t'as raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blankfield a fait un choix à son jeune âge qui est loin d'être idiot parce qu'elle sait qu'elle est obligée d'attendre Manon. Elle a perdu contre Manon. Pour l'instant, elle ne peut pas lui passer devant, même si elle est américaine. Et de ce fait, elle va chercher à venger une défaite et à rester active. Mais ce n'est pas un combat qui va la placer dans la lutte pour le titre. Ça va lui garder, elle est numéro 4. Là. Ça va lui garder cette place de numéro 4. Donc voilà, il y a un chemin pour la gagnante de Jasmine Manon, de call-out Natalia Silva et de réapparaître sur 2026 pour être dans le game. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Même dans un truc où tu aurais potentiellement une revanche Valentina Weili, par exemple, selon comment ça se passe le scénar. C'est pas milieu d'année, c'est fin d'année. Un début d'année où Natalia Silva contre la vainqueur de Jasmine Manon, bah, ça fait sens en fait. C'est ça. Ça fait super sens. Et t'as un monde où, moi j'en ai parlé, où elle arrête après. Valentina gagne. Soit elle arrête après. Soit elle arrête, soit elle monte. Soit elle monte. Nunes a battu Harrison. Et le sens de l'histoire, c'est Nunes Shevchenko 3 avec moi. Dans mon scénario, les deux déposent les gants à la fin et les deux plus grandes de l'histoire s'en vont toutes les deux sur une dernière guerre. Dans ton film, c'est comme ça que ça se passe. Ça, tu vois, c'est hollywoodien comme truc. Mais dans ce cas-là, en plus, quand on voit que maintenant, quand elle monte, toutes les catégories, tout le monde rend la ceinture vacante. Eh ben, tu peux avoir un Silva, la gagnante de Fioro Jesus Davicius, pour le titre vacant dans quelques mois. Ce qui est clair, là, c'est qu'on est, nous, dans la bonne vibe ce coup-ci. Parce que là, crois-moi que dans le camp Silva, la déception, moi, il leur arrive ce que j'avais peur qu'il nous arrive, nous. Et c'est vraiment le bon moment pour combattre une athlète à ce moment-là. Parce que là, t'es dans le mal. Ouais, mais t'as raison. Là, t'es dans le mal. Il leur arrive ce que je vous avez pu craindre à un moment. Et crois-moi, Manon, elle n'aurait pas eu la même motivation d'aller faire un combat hors ceinture. Et donc là, je pense qu'effectivement, la gagnante de Jasmine Manon pourra aller taper Silva dans un moment, pas de détresse, mais de difficulté. Ouais. Crois-moi, tu prépares pas le combat pareil. Quand tu espères avoir la ceinture et que tu découvres, parce que ça, son manager lui a pas dit, elle l'a découvert comme tout le monde à 2h du matin par Dana, que tu vas pas la faire avant longtemps. Premier, deuxième, troisième trimestre 2026, et que l'UFC va sûrement te demander avant de rester actif. Compliqué. Oui, parce qu'elle aura combattu quand même. C'est ça. Elle aura combattu. Crois-moi que c'est le bon moment pour la prendre. Donc voilà, pour une fois, les annonces de Dana nous ont été pas profitables, mais prospères, on va dire, et il n'y a plus qu'à. Voilà. Et le dernier combat qui avait été annoncé sur cette carte, c'est Leon Edwards contre Carlos Prates. Et quand je voyais les réactions des gens sur les réseaux, j'ai envie de dire, mais arrêtez d'enterrer Leon Edwards. Bah, c'est au Brésil. Tu sais, par contre, vraiment, regarde le nombre de mecs qui ont souffert de combattre au Brésil. Je parle des Américains et des Européens. Non, mais il est à New York, celui-là. Ah, il est pas au Brésil. Okay. Il est au Garden. À voir. J'aime beaucoup le style de Prates. Mais attention, il y a quand même un monde où Edwards est capable de reproduire ce qu'a fait Yann Gary. C'est pas... En fait, souvent, on voit un striker... Non, rappelez-vous ce qu'il a fait à Ousmane à un moment. C'est pas parce que Sean Brady l'a surclassé sur ce point qu'il n'est pas capable de le faire. Et donc, et je rappelle quand même que Prates, c'est un gros welter, mais Edwards, c'est un méga gros welter. Ouais. Donc, c'est un beau call-out. Ils lui ont, tu vois, Prates, mais ça part de là. Tu vois, ils ont même pas besoin d'avoir un manager à viser, ces mecs-là. Le call-out, il passe de la cage. Il a call-out Edwards dans la cage et il l'a eu.
C'est un avantage énorme quand tu as leur hype. C'est ça. Mais non, mais parce que ils ont un coup. Ces mecs-là, ils jouent aux échecs. S'ils la call out, c'est qu'ils ont déjà un temps d'avance. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en plus, tu sais que tu peux l'obtenir parce que tu as la hype. Ouais. Donc c'est très fort ce qu'il fait. Mais enterrez pas. Mais par contre, je te dis, Edwards, c'est un vrai grappleur. Il est capable de take down. Edwards, pour moi, il est capable de faire du Gary mieux que Gary. On est d'accord. Donc à voir comment il va préparer ce combat aussi, parce qu'on sent la motivation. C'est compliqué quand tu as eu la ceinture et qu'après tu vas faire des débuts de main card, c'est pas facile. Mais il y a eu Belal, Brady, je sais que c'est compliqué, mais le voyez pas si loin, tu vois, parce que je voyais des réactions vraiment genre Prates va s'amuser quoi. Non, Prates, il va galérer. Loin de là. Et la dernière conséquence de toutes ces annonces, c'est que l'UFC 321, là où on aura notre gars Aspinal qu'on attend fort pour la ceinture des lourds, 25 octobre à Abu Dhabi, il y aura le titre des 115 des strawweight, donc que Weili Zhang abandonne en montant, entre Virna Jandiroba, la brésilienne, et Mackenzie Dern, l'américaine. Seule question sur ça, c'est du marketing d'avoir Mackenzie. Elle est numéro 5, donc quand t'es dans les 5 premiers, tu peux mériter d'avoir un title shot tout le temps. Grasso, elle l'a eu en étant numéro 5. Il n'y avait pas mieux à lui mettre Suarez, c'était pas mieux de mettre Suarez, même si elle a perdu contre Weili? Alors, Jandiroba, elle mérite. Jandiroba, elle mérite, elle devait déjà faire le title shot. Après... Est-ce que le 1 500 000 followers de Mackenzie compte? Je te réponds les yeux dans les yeux, oui. Maintenant, juste recontextualisons. Suarez, elle a fait qu'un fight, elle a décidé de ne pas être active après ce fight qu'elle a perdu contre Weili. Elle aurait pu Ça, c'est préjudiciable, parce que ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas combattu. Et moi, je sais comment fonctionne l'UFC maintenant. Je suis un jeune manager, mais j'ai compris les rouages là-dessus. Si t'es pas actif, tu ne demandes rien. Donc, elle a décidé de faire une pause après cette défaite. Ensuite, tu as Xan Kyonan, qui a aussi un run compliqué, puisqu'elle a perdu contre Jandiroba, donc c'était pas la peine de le refaire, même si elle a battu Tabata Ricci précédemment. Tu as Amanda Lemos, terminé son run, je veux dire, soyons honnêtes, même si elle continue à être active dans le circuit, elle vient de battre Yasmine Lucindo, elle a perdu aussi contre Jandiroba, et elle a quand même battu Mackenzie. Mais je pense que, comme elle a déjà eu sa chance pour la ceinture... C'est ça qui fait. T'avais pas grand chose, t'avais pas grand monde à mettre en fait. C'est pas que je défends, franchement. Je pense que Ricci n'est plus très loin. Tabata Ricci n'est plus très loin. Elle est à un combat de pouvoir le faire. Et quant à Lupita Godinez, il y a eu cette défaite contre Mackenzie qui fait qu'elle peut pas réclamer non plus, même si elle vient de battre. Est devant dans ces cas-là, je suis d'accord. Donc, je pense que les 1 500 000 followers ont aidé. Mais que c'est pas. Elle a fait des bonnes victoires quand même. Non, je te suis. Dans ma question, c'est je pense que Suarez bat Mackenzie. Ouais, mais alors. Mais c'est à Suarez d'être actif. La même chose avec Suarez qui repart au charbon 4, 5, 6 mois après sa défaite contre Wheeling. Je te dis, ils l'ont arnaqué. C'est pour ça qu'il faut être actif, tu vois. Tout de suite, Manon, elle a décidé d'être active. Sa fight là, s'il n'y a pas de blessure, sa fight début d'année, enfin premier trimestre. Faut te montrer. Évidemment. Tu peux pas arriver et dire, à moins que tu aies été une championne dominante et que tu as régné sur la KT pendant 3, 4, 5 défenses de titre, tu arrives, tu fais un title shot, tu perds et t'attends. Ce qui peut se faire en poids lourd ne se fait pas forcément dans toutes les catégories. Bon, merci Aldric, c'était dense, c'était large, mais c'était l'UFC Paris, donc c'est obligé. À la fin de semaine, on rappelle le grand rendez-vous pour le MMA en France et on vivra tout ça depuis Paris. Tu seras là-bas pour coacher, mais tu seras là-bas aussi pour analyser avec Jab Life. On est là-bas, on est présent dans l'hôtel des athlètes, on vous fera vivre tout ça avec des émissions, des invités, on espère, des petites coulisses si on peut, bien sûr aussi avec Axel, mais avec d'autres. Donc voilà, rendez-vous toute la semaine depuis Paris et samedi soir à Accor Arena de Bercy pour l'UFC Paris 4e du nom. Merci Aldric, on se retrouve cette semaine. Pas de Jab Culture cette semaine, il y aura que des contenus depuis Paris pour l'UFC, exactement. Mais on se retrouvera la semaine prochaine avec le Aldric NRB aussi et le Jab Culture comme chaque semaine. À très vite et à bientôt sur Jab Live toute la semaine à Paris. Ciao ciao.